Sinon, merci, bonjour et bienvenue pour ce webinaire donc, du souffle et des idées sur la mise en récit. Donc, je suis Odessa Marmora, je suis chargée d'animation de réseau et d'intelligence collective au Graines Auvergne-Rhône-Alpes et je vais animer ce webinaire avec ma collègue Adeline Michel, qui est co-référente régionale santé-environnement au sein de Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes et elle sera plus particulièrement sur la partie logistique et technique de ce webinaire. Donc, le webinaire, il est organisé dans le cadre du pôle ESE, donc le pôle éducation et promotion en santé et environnement Auvergne-Rhône-Alpes, qui est coporté par nos deux associations depuis 2010 et financé par l'ARS depuis 2018. Nous animons ce cycle de webinaire du souffle et des idées depuis 2 ans maintenant pour proposer à notre manière, avec nos possibilités, un espace pour s'ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres pensées, d'autres regards sur le monde. Il nous a vraiment semblé que face aux enjeux actuels et aux sentiments d'impuissance sur tout ce qui va par rapport aux différentes crises, qu'elles soient sociétales, environnementales, on voulait pouvoir retrouver un espace pour s'inspirer ensemble, nous, acteurs de l'éducation, santé, environnement, et se redonner le pouvoir et l'envie d'agir. L'année dernière, on avait proposé 2 temps. Un premier temps sur l'écoféminisme, donc qui était animé et présenté par Jeanne Burgat-Goutal, et un second sur le concept de robustesse, donc avec le chercheur Olivier Hamon. Si vous voulez avoir accès, les replays sont disponibles sur notre site, donc agireese.org, et vous trouverez également notre newsletter sur ce site, où vous aurez les informations sur les prochains webinaires. Le prochain, par exemple, sera sur l'amnésie environnementale. Et là, nous allons parler pendant 3 heures, donc cet après-midi, de la mise en récit. Donc, je vais vous refaire un petit contexte de notre vision avant de laisser la parole à notre intervenant sur la mise en récit, mais peut-être si c'est possible d'afficher le nuage de mots afin qu'on voit un petit peu quelles étaient pour vous les grandes, voilà, les grandes idées que vous aviez. On voit beaucoup d'imaginaire collectif, sensibilisation. Je vous laisse en prendre rapidement connaissance. Voilà, on a la projection positive, on a l'utopie aussi. Et donc, pour remettre un petit peu voilà, de contexte par rapport à notre vision, nous, de ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce qu'on met en tant que pôle ESE derrière cette notion de mise en récit, c'est vraiment le fait que face aux enjeux actuels que je définissais tout à l'heure, le passage à l'action, qu'il soit individuel ou collectif, il nous paraît vraiment nécessaire. Seulement, ce changement de comportement, il fait face à de nombreux freins, que ce soit les questions qu'on peut se poser, à quoi bon agir, il est déjà trop tard, ou pourquoi moi, les autres font pas autant. Et on a bien conscience que c'est vraiment des contraintes actuelles dans le présent pour des actions qui vont avoir lieu, pour des effets qu'on va vraiment voir sur le long terme. Et on sait que c'est un luxe qu'on ne peut pas tous et toutes se permettre. Et on voit vraiment, nous, de notre côté, la mise en récit comme un levier à ce niveau-là. On part du principe que la mise en récit, elle intervient, donc c'est un passage par l'imaginaire, par une projection dans un futur qui est soutenable, un futur enviable, mais surtout réaliste, et qui va être réalisé collectivement. La mise en récit, c'est une façon de pouvoir partir des réalités du quotidien pour venir transformer la contrainte en plaisir, pour nourrir l'envie d'action d'un groupe de personnes qui décident ensemble du chemin, de la trajectoire vers laquelle aller, et très souvent à l'opposé des discours dominants. Donc, nous avons demandé à une personne voilà, qui travaille beaucoup sur cette notion-là, donc Benoît Thévard, qui est chargé de projet à la Fabrique des Transitions. Donc, à la Fabrique des Transitions, vous utilisez la mise en récit comme un outil, comme on vient de le décrire, pour vraiment nourrir la coopération, pour permettre à chacun et à chacune de sortir de son silo, de travailler collectivement autour de cette trajectoire. Donc, vraiment, du point de vue de la Fabrique des Transitions, la mise en récit, c'est pas juste créer une belle histoire vers laquelle aller, mais un outil de conduite du changement pour se motiver ensemble, pour prendre le temps de trouver des réponses aux enjeux actuels et se définir une trajectoire pour répondre également aux enjeux futurs. Donc c'est une expérience assez large que vous avez au sein de la Fabrique des Transitions, et toute la méthodologie que vous avez pu également développer, donc autour des 5 dimensions de la mise en récit, donc qui sont la mise en trajectoire, la communication sincère, l'émergence de récits alternatifs, les récits de coopération et l'évaluation de la valeur créée. On partait vraiment du principe, nous, en vous proposant de venir, que cette méthodologie, elle allait nous permettre d'être outillés en tant qu'acteurs, actrices du changement de comportement et nous aider ainsi à défaire ces verrous dont on parlait tout à l'heure. Vous allez donc pouvoir nous présenter ça à partir de différentes initiatives des villes de Los Angeles, dans des quartiers à Tours aussi, en partant d'exemples en Espagne ou dans la Creuse, donc vraiment des territoires assez variés. Et pour rappel, c'est environ 1 heure d'intervention. Donc ensuite, on pourra partir, comme je vous disais, vous participants, dans des petits groupes d'échange.
donc dans des petits A5 pour pouvoir voilà, discuter de ce que vous avez ressenti suite à cette intervention. Et on va vous demander également, pendant ce temps d'échange, de pouvoir identifier quelques questions à poser à notre intervenant. Et ainsi, voilà, on aura la dernière heure, ce qui nous emmènera jusqu'à 17 heures, pour laisser Benoît nous donner les réponses à vos questions. Donc on animera de notre côté ce temps de questions-réponses. Mais si vous souhaitez prendre la parole en fonction du nombre qu'on sera, ce sera également possible. Donc bah, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, Benoît. Et je vous laisse voilà, compléter la présentation et démarrer votre intervention. Merci aussi aux participants et participantes et bon webinaire. Ben, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Adeline, Odessa, merci aux Graines et puis à Promotio Santé de m'avoir fait l'honneur de participer à cet après-midi avec vous. Donc j'ai été effectivement invité en tant que membre de la Fabrique des Transitions. Peut-être que je peux juste commencer mon propos pour vous dire aussi d'où je parle d'un point de vue personnel, individuel. Je présenterai évidemment la Fabrique des Transitions un petit peu après dans ma présentation, mais globalement, j'ai plutôt un profil ingénieur à la base, hein, travaillé sur les questions de transition énergétique. J'ai fait beaucoup de conférences sur l'après-pétrole, la transition. J'ai fait des scénarios prospectifs 100% renouvelables, etc. Et globalement, en fait, je fais le constat simplement qu'il suffit pas de comprendre intellectuellement un problème pour que cela provoque des changements dans la vie des gens. Et, euh, et donc, du coup, j'essaye de faire un pas de côté en allant sur d'autres chemins, et notamment en travaillant avec les milieux de la culture, notamment pour voir comment on touche au-delà de l'intellect, on touche aussi aux affects, on touche aux résistances, à la question des conflits, des controverses, pour voir justement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, collectivement, on a du mal à être à la hauteur des enjeux de transformation qui sont nécessaires. Donc voilà, je suis pétri de cette diversité à la fois scientifique, travaille aussi avec des acteurs culturels, aussi une expérience politique puisque j'ai travaillé dans le cabinet d'un conseil régional, donc j'ai travaillé aussi dans le milieu politique. Et aujourd'hui, j'accompagne un certain nombre de collectivités sur ces questions de conduite du changement et de transition. Et donc, avec tout ça, c'est en toute humilité, évidemment, que je parle devant vous aujourd'hui, parce que le sujet était éminemment complexe et que vous avez toutes et tous des contextes de vie, des contextes locaux, des enjeux, des compétences, des responsabilités qui sont très variés, très riches. Et donc, voilà, l'idée pour moi ici, c'est effectivement de vous apporter un certain nombre de retours d'expérience qui sont issus d'enseignements qui sont pas des éléments purement théoriques, mais qui sont plutôt des choses qui sont issues de l'expérience du terrain. Et donc l'idée, c'est de partager ça avec vous. Et voilà, je vais essayer justement de vous inspirer, de vous apporter des éléments de compréhension de ce que l'on entend par méthodologie de mise en récit. Alors, je vais partager mon écran parce que j'ai un support diaporama. Vous me direz si c'est OK en termes d'affichage. C'est bon. OK, c'est parfait. Alors, je vais commencer mon propos par une photo. Et vais vous inviter éventuellement à mettre dans le chat, peut-être parce que ça peut être plus simple, mettre dans le chat ce que vous voyez sur cette image. Voilà. Je vais lire en direct là ce que vous écrivez, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez cette image-là? Qu'est-ce que vous voyez? Un marne, une mine, un terril. Ok. Crassier, ancienne mine. La nature qui reprend son territoire. Ok. Alors, je vois plusieurs fois le mot terril. Ok. Qu'est-ce que c'est un terril en fait? Est-ce que vous pouvez mettre d'autres mots sur une montagne artificielle, une histoire? C'est déjà une belle mise en récit. Ok. Qu'est-ce que c'est concrètement en fait un terril pour vous?
des déchets, résidus, tas de déchets. Ok. Bon, merci beaucoup du coup voilà. Donc effectivement, c'est bien un tas de déchets, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où dans le bassin minier du nord de la France, les mines sont fermées dans les années 80, le territoire est au-delà d'une identité propre, hein, c'est des parcelles avec un matricule. Et effectivement, ces montagnes que l'on voit là sont des montagnes de déchets. Et donc, quand les gens ouvrent leur volet le matin et qu'ils voient ça, ils voient une montagne de déchets. C'est ce qui reste effectivement une fois qu'on a sorti le charbon des mines. Et donc, c'est avec ça que les gens restent quand les mines ferment. Et aujourd'hui, en fait, eh bien, la chaîne des terrils, dans le nord de la France, est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, à l'UNESCO. Et aujourd'hui, vous avez des bus qui viennent de toute la France, de l'Europe, des gens qui viennent du monde entier pour aller grimper sur les terrils. Vous avez des personnalités politiques, des personnalités, des stars même parfois, qui viennent effectivement dans ce territoire pour pouvoir aller grimper sur ces terrils qui sont effectivement inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un tas de déchets et quelques années, quelques décennies plus tard, vous avez un objet de fierté, vous avez un élément qui est visité par des gens qui viennent du monde entier et qui est reconnu mondialement comme étant un patrimoine mondial de l'humanité. Donc si je vous donne cet exemple-là, c'est parce que en fait, la manière dont on se représente une réalité peut être extrêmement différente. Et aujourd'hui, les habitants de ce territoire qui regardent ce même objet qui était un tas de déchets il y a quelques décennies et qui aujourd'hui est un élément de fierté incroyable, eh ben, ont changé à la fois le regard qu'elles ont sur leur propre territoire et finalement sur leur vie, sur ce qu'elles sont, sur leur histoire et sur ce qu'elles ont envie de faire de cette histoire-là. Donc ça, c'était pour illustrer ce dont je vais parler aujourd'hui, parce que beaucoup de choses que je vais expliquer sont notamment issues de toute cette expérience de conduite du changement qui a pu y avoir à Los Angeles, mais pas que, qui est une des villes du bassin minier, et qui a conduit progressivement à avoir ces processus de transformation systémique, hein, c'est-à-dire que voilà, on parle bien d'un système qui évolue, un système de pensée, un système d'action, un système d'organisation, et donc, eh bien, comment on arrive à faire évoluer progressivement un territoire, une manière de vivre, de se représenter la vie, son histoire et son patrimoine, et d'avoir envie d'avancer ensemble. Alors, je vais m'arrêter un instant sur la question des récits, parce que voilà, vous avez évoqué plein de mots tout à l'heure qui étaient c'était d'une richesse foisonnante, justement, tout ce que vous avez pu mettre dans le nuage de mots sur la question des récits. Je voulais juste donner un élément de définition par rapport à ce qu'on peut entendre par la mise en récit, pour être assez précis quand même dans l'intention de mon propos. En fait, d'abord, le récit, c'est pas quelque chose de, comment dire, euh, c'est pas quelque chose qui est, le mot m'échappe, euh, qui est optionnel. C'est pas quelque chose qui est optionnel, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et en fait, chaque personne, chacun, chacune d'entre nous compose en permanence entre la réalité et nos croyances, nos savoirs, c'est-à-dire que sur une même réalité, chacune et chacun d'entre nous va porter un regard différent. Et en même temps, en fonction de notre histoire, de notre culture, de nos croyances, de ce que l'on sait, de ce que l'on a appris, eh bien, on va pouvoir à la fois agir sur la réalité de manière différente et on va pouvoir porter un regard, une analyse et un jugement différent sur une même réalité. Donc, en fait, les récits, c'est quelque chose qui nous font interagir en permanence avec le réel et chacun, chacune d'entre nous compose en permanence via des allers-et-retours entre eux, eh bien, nos croyances et la réalité. Et donc, finalement, cette question des récits, c'est une interprétation que l'on se fait de quelque chose, d'une réalité qui peut y avoir sous nos yeux ou que l'on apprend de telle ou telle manière. Donc il y a sans cesse ce va-et-vient.
Donc la forme minimale de ce qu'on peut appeler récit ou narration, en tout cas, eh bien, c'est l'idée, en tout cas, d'évoquer un sujet, de raconter quelque chose, en n'attendant rien d'autre de la part de la personne qui est en face, d'entendre et d'intégrer ce qu'on lui raconte. C'est ce que on peut appeler un peu le piège de la propagande, c'est-à-dire que concrètement, quand on déploie des moyens de communication pour faire passer un message et pour éventuellement transformer des opinions, sans qu'il n'y ait la moindre possibilité pour la personne en face de réagir, de s'exprimer, de donner éventuellement son accord, son approbation, ou au contraire de critiquer, d'émettre des opinions différentes, à ce moment-là, on est plutôt, en effet, dans une logique, je dirais, de propagande ou de storytelling, hein. C'est une expression qu'on emploie souvent. Parfois, il y en a qui mélangent la question de la mise en récit et du storytelling. En gros, storytelling, c'est voilà, on raconte une belle histoire et puis en se disant que les gens vont adhérer à cette histoire-là, mais c'est tout. C'est ça va que dans un sens, en fait. Et donc, dans l'idée, en tout cas, de la méthodologie de mise en récit, on cherche à tout prix à éviter ce piège de la propagande et donc le fait de se dire on va construire un beau récit pour donner vie aux gens et puis et on va espérer qu'ils y adhèrent et puis qu'ils rentrent dedans. Voilà. Donc ça, c'est la forme la plus simple de la narration. Et donc la méthodologie qu'on va vous présenter là, elle est évidemment plus complexe que cela. Et donc c'est dans toute cette richesse justement qu'on va naviguer. Et donc la mise en récit, en tant que telle, c'est pas raconter une histoire, c'est c'est un processus en fait. C'est un processus dans lequel on va à la fois accueillir la diversité des récits, faire émerger une grande diversité de récits, parce que encore une fois, il y a autant de récits que de personnes, et effectivement, toutes les personnes qui sont ici à cette visio ont chacune euh, leur propre histoire, leur propre manière de raconter ce qu'est la vie, ce qu'est la nature, ce qu'est l'environnement, ce qu'est la transition, ce qu'est le changement climatique, etc. Donc il y a autant d'histoires que de personnes. Donc comment on arrive à tenir compte de cette richesse et de la singularité des récits pour justement progressivement conduire à une évolution du monde, c'est-à-dire que comment en transformant progressivement notre représentation collective, à la fois de notre territoire, de notre modèle de vie, de notre modèle de société, on va pouvoir progressivement infléchir le système et essayer de le transformer. Voilà. Donc on est vraiment dans ce processus complexe qui tient compte de la richesse, de la diversité, pour progressivement changer de regard sur notre territoire et sur la manière dont on a envie de vivre sur ce territoire. Donc voilà, ça c'était pour poser un petit peu l'introduction, pour bien resituer à quel endroit on positionne la question des récits et de la mise en récit au niveau de la fabrique des Émilie transitions. Durin, bonjour. Bonjour. Euh, alors, la fabrique des transitions, parce que je vais quand même vous dire un petit peu ce que c'est que cet objet un peu particulier, et aussi pour vous permettre de comprendre d'où sort un petit peu cette méthodologie que je vais vous raconter. Alors d'abord, en fait, la fabrique des transitions, alors nous, on est une petite équipe de salariés, on est 6 salariés, et on travaille avec de nombreuses collectivités en France, mais globalement, en fait, c'est surtout une organisation un réseau, une alliance de 400 organisations signataires. Donc, il y a à la fois des instituts de recherche, des cabinets conseils, des collectivités du petit village de 150 habitants jusqu'au conseil régional. Vous avez effectivement plein d'entreprises diverses et variées, etc. Donc vous avez des associations, des ONG, des collectifs et aussi bien sûr des personnes, à peu près 1 000 personnes signataires d'une charte. Et cette charte, en fait, elle convient du fait que globalement, collectivement, on n'est pas à la hauteur. Et donc, c'est-à-dire que on devrait être à un certain endroit des processus de changement et de transformation et qu'on n'y arrive pas. On a beau avoir une bonne volonté et peut-être avoir envie de changer des choses, il se trouve que concrètement, collectivement, on n'arrive pas vraiment
à engager ce changement à hauteur de ce qui serait nécessaire pour répondre, voilà, aux questions d'enjeux d'effondrement de la biodiversité, de dérèglement climatique, dépassement des limites planétaires, etc. Donc voilà, l'idée c'est pas de refaire les éléments de contexte, mais en gros, il faudrait qu'on se transforme et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, en tout cas, à la hauteur et au rythme qu'il faudrait. Donc, comment on arrive à s'outiller collectivement? On n'est plus dans une logique de propriété intellectuelle, c'est comment on arrive à monter en compétences tous ensemble en profitant bien, des retours d'expérience des uns et des autres. Et donc la fabrique des transitions, c'est ça, c'est surtout une alliance d'organisations à l'échelle nationale qui essaye de travailler justement ces enjeux de conduite du changement. Alors, l'idée, c'est de travailler à partir de territoires pionniers, hein, j'y reviendrai, en France, mais aussi de travailler à l'échelle européenne. On monte des partenariats au niveau européen avec, donc j'aurai l'occasion aussi d'en reparler tout à l'heure, un projet Erasmus, par exemple, sur la mise en récit qui a été fait avec trois autres pays européens, et aussi, par exemple, des villes qui sont, donc là, on voit, il y a un drapeau africain. Donc il y a par exemple une sorte de jumelage entre, par exemple, la ville de Yaoundé au Cameroun et la ville de Los Angeles sur ces questions justement de conduite du changement. C'est-à-dire, en plus, on introduit les enjeux vraiment interculturels, etc. Et donc c'est assez passionnant. On est vraiment encore une fois dans cette idée de partage d'expériences et de villes paires, c'est-à-dire vraiment de villes qui se rencontrent pour essayer de voir comment on arrive à faire face à tous ces défis. Et donc, on est dans cette logique d'apprentissage. On part de territoires qui ont déjà vécu des choses, sans forcément les avoir, j'ai envie de dire, modélisées, théorisées. Mais en tout cas, elles ont vécu. Il y a des choses qui se sont passées sur ces territoires du point de vue des transitions. Donc, on part de ces expériences. On essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que justement des transformations ont pu avoir lieu. Et puis, ensuite, on en tire des enseignements, et à partir de ces enseignements, on va essayer d'aller mettre ça en application et de le déployer, de le démultiplier sur d'autres territoires, en enrichissant évidemment les pratiques et les retours d'expérience. Donc, on est un peu dans cette logique un peu boule de neige, où on part de quelques territoires pionniers, comme la ville de Maloney, de Los Angeles, de Grande-Sainte, le territoire du Menet en Bretagne, etc. Donc, un certain nombre de territoires pionniers, et petit à petit, on fait grandir la masse des territoires avec l'idée de créer aussi du compagnonnage, c'est-à-dire bien les territoires s'entraident entre eux petit à petit comme ça montent en compétences. Donc on est plus vraiment, donc on est une petite équipe, mais l'objectif c'est plutôt de travailler dans une forme d'animation pour faire en sorte que les territoires interagissent entre eux, plus que d'être vraiment dans une logique de consultant. En fait, on n'est pas des consultants en tant que tels qui avons des pratiques de bureau d'études, mais on est plutôt vraiment des animateurs, des facilitateurs de transformation et de conduite du changement. Donc voilà en gros ce qu'est la fabrique des transitions. Et donc pourquoi on est là? C'est parce que donc là ce schéma montre aussi ce qu'on entend par on dit fabrique des transitions. Bon, euh, l'idée c'est que je m'arrête un instant sur cette notion de transition. Euh, Pourquoi on parle de mise en récit et pourquoi on se dit qu'il faut faire évoluer, qu'il faut changer? Bon, c'est qu'on se rend compte globalement qu'il y a quand même un petit sujet avec le monde dans lequel on vit et que va falloir qu'on change quelques trucs. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. C'est-à-dire, si vous dites qu'il faut faire la transition, d'accord. Et je pense que si je vous demande à chacune et chacun d'entre vous, c'est quoi la transition pour vous, je ne vais pas avoir deux fois la même réponse. Parce que, encore une fois, chacune, chacun a sa propre vision, à la fois du monde dans lequel on vit et du monde vers lequel il faut qu'on aille. Donc pourtant, je pense qu'on peut toutes et tous convenir du fait qu'aujourd'hui, on est dans un modèle qui n'est pas soutenable, ok, admettons. Donc voilà, je leur dis, hein, les questions des énergies fossiles, les questions de prédation des ressources, surconsommation des ressources, les pollutions, dépassement des limites planétaires, etc. Bon, tout un tas de choses qui vont pas bien. Donc là, on voit bien qu'il y a une forme déjà de déni, hein, qui fait que, bon, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent il y a pas de sujet, il n'y a pas de problème et que tout va bien, il faut continuer. Bon, mais c'est surtout que, malgré tout, au fond de nous, on est quand même. euh, Enfin, le changement est toujours difficile, donc on a toujours une résistance à cette transformation-là, donc on a un attachement. Et quoi qu'on en dise,
Bon, voilà, on est devant notre écran, là, en train de vivre un moment particulier. On fait peut-être partie des personnes qui sont dans une situation assez confortable. On bénéficie toutes et tous plus ou moins du système dans lequel on évolue aujourd'hui, et donc malgré tout, c'est assez confortable. Et il y a des choses qui font que on a du mal quand même à se dire on va quand même tout transformer. Donc on a cet attachement à des habitudes, à une forme de confort qui fait que c'est assez difficile de passer à autre chose. Donc faire le deuil de ça, c'est pas facile. De l'autre côté, il y a ce monde vers lequel il faut qu'on aille. Bon, ok, très bien. Faut qu'on définisse une nouvelle société qui fonctionne différemment et donc qui serait a priori, hein, donc là aussi, on peut poser un certain nombre de termes dessus, économie circulaire, économie sociale et solidaire, coopération, etc., etc. Bon, ok, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, on va se retrouver face à des choix, à des controverses aussi. Est-ce qu'il faut des éoliennes? Est-ce qu'il faut mettre des panneaux solaires au-dessus des champs cultivés? Bon. Est-ce qu'il faut ou pas du nucléaire? Bon, d'accord. Bref, en fait, on va avoir plein de controverses. Quel type d'agriculture pour s'alimenter? Quels moyens de distribuer l'alimentation? Avec ou sans produits chimiques? Enfin bon, bref. Donc du coup, il va y avoir, il y a plein de débats vers l'avenir vers lequel on doit aller. Et donc, au milieu de tout ça, on est dans cette phase de brouillard, là. C'est-à-dire que concrètement, on est dans ce moment où on sent bien qu'il faut qu'on passe d'un monde à l'autre, l'autre vers lequel il faut qu'on aille, il n'est pas bien défini. En tout cas, on ne fait pas cet exercice collectif de le définir, de le travailler ensemble. Donc, tout le monde se fait un peu des idées sur ce à quoi ça pourrait ressembler. Et au milieu de tout ça, on a des injonctions. Voilà, il y a le global, vous avez la COP internationale climat, vous avez la COP biodiversité, vous avez des réglementations, directives européennes qui posent un certain nombre d'éléments. Et puis au local, voilà, les injonctions d'éco-gestes au niveau des particuliers, chacun doit faire son effort, la part du colibri, etc., etc. Et donc, au cœur de tout ça, bah, c'est le territoire, c'est le bassin de vie, c'est les humains, les non-humains, c'est à l'échelle d'un bassin de vie. Bah voilà, comment on évolue tout ça entre ces injonctions qui viennent d'en haut, qui font que faut qu'on réduise notre impact carbone, etc., etc., les changements climatiques, bon, ce qui est en bas, c'est-à-dire les individus, les personnalités, les singularités, et puis toute la nature dans laquelle on gravite. Et donc, la fabrique des transitions, elle essaye de se concentrer sur les territoires, c'est-à-dire cette rencontre des humains et des non-humains qui doivent évoluer ensemble avec toutes ces injonctions, avant, après, local, global. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Et donc, la mise en récit et la méthodologie de mise en récit que je vais décliner après, elle a pour objectif d'essayer de s'y retrouver un petit peu là-dedans et de guider pour traverser le brouillard. Voilà, donc c'est pour poser un peu le contexte. L'objectif, c'est de réussir à traverser cette phase qui est vraiment pas simple et qui est simple vraiment pour personne. Et il n'y a aucun territoire, même territoire qui se dit, nous, on est territoire en transition. En fait, globalement, quand vous commencez à aller questionner un peu les personnes, il n'y a pas grand monde qui voit vraiment bien clair dans tout ça. Donc globalement, en fait, on est un peu toutes et tous quand même dans une forme de brouillard. Et pour terminer sur la méthode, vous dire qu'en fait, on travaille systématiquement avec ce qu'on appelle les 4 fantastiques. Voilà. On s'est rendu compte que les territoires sur lesquels il y avait les transformations les plus importantes, c'est quand on arrivait à faire travailler ensemble ces 4 types de personnalités. Évidemment, c'est tiré du Marvel, hein, que vous connaissez peut-être, sûrement, je ne sais pas. Ces 4 fantastiques qui ont des super pouvoirs, eh bien, chacune a des super pouvoirs, mais quand ils arrivent à se réunir, alors là, leurs super pouvoirs sont décuplés, et donc là, on a une capacité de transformation qui est extraordinaire. Et donc, les 4 fantastiques, c'est les élus des collectivités, les agents de la collectivité, l'État territorial, donc ça peut être les DDT, l'ADEME, l'ARS, etc. Enfin bon, en tout cas, on peut avoir en tout cas les institutions qui sont vraiment dans les territoires et les acteurs socio-économiques, qui est la plus grosse, évidemment, le plus gros groupe, puisque là-dedans, vous avez les collectifs d'habitants, les entreprises, les associations, etc. On va dire tout le secteur bon, socio-économique d'une manière générale. Et donc, quand vous arrivez à faire en sorte que tout ce monde-là travaille ensemble, et c'est ce que l'on fait systématiquement, tous les territoires qu'on accompagne, on crée des groupes de ces 4 fantastiques,
pour faire en sorte qu'ils apprennent à travailler ensemble, parce que c'est là effectivement qu'on arrive à avoir un niveau de transformation, satisfaisant. Bon, c'est une grosse introduction, mais c'était quand même pour poser un petit peu, le contexte, vous dire d'où on parle, pourquoi on fait tout ça, et maintenant je vous propose de rentrer dans la méthode en elle-même de cette question de la conduite du changement par, la mise en récit. Alors, Odessa, a cité tout à l'heure les 5 dimensions. En fait, ces 5 dimensions que je vous remets ici sur cette diapo, il faut pas les voir comme, une chronologie, d'accord? Il faut vraiment, les voir comme les 5 cordes d'un instrument, si vous voulez. Comme si, voilà, vous avez, un instrument à 5 cordes et l'idée, c'est comment vous arrivez à créer une mélodie avec, chacune de ces cordes-là. L'idée étant effectivement de toutes les activer, et de jouer avec l'ensemble de ces 5 cordes, pour, voilà, faire la plus belle mélodie possible. Donc on est plutôt dans, quelque chose qui, interagit. Il y a des liens de connexion entre toutes, mais en tout cas, on n'est pas dans quelque chose ni de chronologique, ni d'exclusif. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous travaillez sur la première, c'est-à-dire la mise en trajectoire, que, il faut vous affranchir du reste. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a vraiment une importance à considérer chacune de ces dimensions et essayer de voir justement dans votre manière d'avancer, avec les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude d'interagir, eh bien, d'essayer d'imaginer comment tout ça, en tout cas, résonne avec vos propres pratiques, sur le terrain. Alors, on a donc la mise en trajectoire, la communication sincère, le fait de faire émerger des récits alternatifs, raconter la coopération qui est un ingrédient, évidemment fondamental et on l'a je l'ai déjà dit tout à l'heure dans À quoi doit ressembler le monde d'après, bah, ça va être un monde de coopération. Et puis évaluer la valeur créée qui est, aussi, un ingrédient absolument fondamental de cette conduite du changement. Alors c'est parti, on va faire une petite respiration pour vos oreilles et je vais boire un petit peu d'eau. Mmh. Alors, on va commencer par la première. Hem, la première, c'est la mise en trajectoire. Il faut mettre en trajectoire le territoire. Je vous ai parlé tout à l'heure de transition. Heu, il suffit pas de dire, en fait, on est en transition, si on ne discute pas de où on vient, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble. Et donc, c'est, évidemment quelque chose qui est, assez fondamental. Régulièrement, il y a des territoires dans lesquels on intervient, où on fait des entretiens, une vingtaine d'entretiens et à chacune des personnes, on dit: «Est-ce que vous y voyez clair sur, l'avenir du territoire et où est-ce que vous allez aller?» En fait, globalement, c'est très rare d'avoir des personnes d'un même territoire qui dire: «Oui, oui, oui, on y voit tout à fait clair, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est là qu'on veut aller avec l'ensemble des habitants du territoire. On voudrait que le territoire devienne ça plus tard», voilà. En fait, c'est un exercice qui, en tout cas moi dans mon expérience personnelle, je l'ai pas déjà constaté. Donc c'est évidemment important. Savoir d'où l'on vient. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur Los Angeles, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a des élus du territoire qui, au moment où les mines ont fermé, ont dit: «Il faut raser les terrils. Il faut raser les terrils pour être en capacité de réinventer quelque chose de nouveau» et donc ils ont dit: «Mais surtout pas, surtout pas. Il faut pas essayer d'effacer le passé. Le passé, c'est notre histoire, c'est notre culture et donc il est essentiel, au contraire, de s'appuyer sur ses racines, sur là d'où l'on vient, pour pouvoir être en capacité de se projeter vers l'avenir. Si en gros, on efface tout, on essaye de tout effacer et qu'en gros, bah, les gens n'ont plus, aucune attache, aucune racine et presque ils ont honte de leur passé, ça ne marche pas. Donc, d'abord s'appuyer sur de quoi on est fier. C'est quoi notre histoire? C'est quoi notre patrimoine? Alors je vous donne ici l'exemple d'un travail qui est mené justement dans la Creuse, à Felletin. Hem, un travail qui est mené, avec, la fondation, Terre et Fils,
C'est le programme Respire, réactiver et entretenir ses patrimoines par l'innovation en ruralité. En fait, ils ont mené tout un travail, dans cette zone très rurale, pour voir à la fois quels sont les enjeux auxquels est confronté le territoire. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur ma diapo, mais donc il y a enjeux culturels, où on voit que, il y a besoin de maintenir l'unité architecturale, renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance. Bon, enjeux démographiques, pardon, enjeux environnemental, économiques, les enjeux de coopération. Donc, les enjeux qui sont identifiés et ensuite, quel est le patrimoine de notre territoire? Patrimoine matériel, immatériel, patrimoine culturel, patrimoine naturel. En gros, quels sont les enjeux auxquels aujourd'hui le territoire est confronté et quelles sont les forces, quels sont les points d'appui sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer ensemble de relever les défis? Et donc, c'est tout ce travail, de consolidation, du territoire, de se dire, beh, voilà, qui on est, de quoi, sur quoi on peut s'appuyer, qu'est-ce qui est solide chez nous? Et ben, c'est quelque chose qui permet ensuite derrière de se dire: «OK, et ben, voilà, on sait voilà tout ce qu'on a comme force, voilà tout ce qu'on a comme truc extraordinaire sur notre territoire. Et ben, comment on va s'appuyer là-dessus pour répondre aux enjeux qu'on a identifiés?» Donc on est bien dans cette logique de s'appuyer sur l'existant et sur l'histoire pour répondre à des enjeux d'avenir. Voilà. Un autre exemple que je voulais vous donner, c'est, un travail que j'ai mené, dans, un quartier prioritaire. Dans la ville de Tours, il y a un quartier qui s'appelle le Sanitas. C'est un des quartiers les plus pauvres de France, 9 000 habitants, 80 langues différentes qui sont parlées. On est, pour le coup dans le centre de la ville de Tours. Et en fait, on a mené un projet européen justement sur comment la mise en récit peut être un outil de conduite du changement et de transformation dans les quartiers prioritaires ou dans les quartiers populaires. Et donc on a mené ce travail avec, un quartier, en Italie, à Reggio Emilia, un quartier de banlieue à côté de Murcie, dans un village qui s'appelle Lorchi, et puis avec l'université polytechnique de Porto. Donc on a mené tout ce travail pour voir justement comment cette méthodologie avec les 5 dimensions, est-ce que ça peut être utilisable, applicable dans les quartiers, prioritaires? Est-ce que ça peut être un outil de transformation aussi? Et je dois vous dire que, tout à l'heure je vous parlais de la définition de la transition. Bon voilà, moi, j'ai plein d'idées préconçues, hein, sur ce que peut être la transition, mais quand je me suis retrouvé à faire des réunions avec le centre social, la régie de quartier, le bailleur social et cetera, en bas de l'immeuble, au cœur du quartier prioritaire, bon, en fait, la vision que je me faisais de la transition avait pas grand-chose à voir avec ce qu'était, ce qu'on allait pouvoir faire dans ce quartier. En fait, c'était, mes préoccupations et ce que j'évoquais de manière un peu généraliste n'avait rien à voir. Donc j'ai surtout eu besoin d'écouter et donc on a mené ce travail de se dire: «Qu'est-ce que ça veut dire la transition dans un quartier dans lequel déjà les gens n'arrivent pas à finir le mois, et où, pour la plupart en tout cas, ils ont déjà un impact carbone qui est très largement inférieur à, l'essentiel de la population». Donc concrètement, dans un quartier comme celui-là, qu'est-ce que ça veut dire que faire la transition? Et donc ça a frotté, on a confronté nos points de vue, sur tout ça avec, vraiment des personnes qui sont au contact des habitants tous les jours et cetera. Et on en est arrivé à tomber d'accord sur, justement une définition de ce que ça pouvait être la transition. Et là, typiquement en termes de trajectoire, eh bien l'idée c'était de se dire qu'aujourd'hui il y a 2 mondes qui se côtoient, on va dire le modèle dominant, et les modes de vie alternatifs. Modèle dominant, consommation, compétition et cetera, mais le tout en étant dans la frustration, parce que ce sont des gens qui sont en situation de précarité, donc qui auraient envie d'eux, mais qui n'y ont pas accès et donc du coup, ça crée de la frustration, de l'insécurité et cetera. Et toute une partie de la population qui, pour des raisons culturelles ou de nécessité, eh bien, ont des pratiques alternatives qu'on pourrait dire vertueuses, hein. Par exemple, la question de recyclage, de récupération, de réparation et cetera. Bon, c'est des trucs, dans le jargon, écolo, c'est super. Par contre, bah, quand on fait ça dans un quartier, bon, bah, c'est de la débrouille, puis on fait ça un peu parce que juste on n'a pas le choix. Bon et donc le sujet, c'est de dire, eh bien, comment on fait en sorte que ces gens qui le font par nécessité ou simplement par culture, mais qui le font un peu, bah, voilà, de manière, sans en être très fiers et simplement parce que c'est naturel,
Eh bien, comment tout ça, en fait, on en fait un élément de fierté? Et comment les gens changent de regard sur leurs propres pratiques et deviennent fiers d'avoir ces justement ces habitudes et ces usages qui, en fait, sont ceux vers quoi il faut tendre dans une société dans laquelle on consomme moins de ressources, on compte plus sur la coopération, sur l'entraide que sur la consommation, à outrance. Voilà. Et donc l'objectif, c'est plutôt de faire en sorte que les gens changent de regard sur leurs pratiques et que les pratiques alternatives deviennent inspirantes, beaucoup plus inspirante que ce que l'on peut voir à la télé et cetera. Donc c'est le changement de regard qui est devenu un objectif, dans les enjeux de transition dans ce quartier. Donc c'est voilà, et une fois qu'on est tous tombés d'accord là-dessus, et ben, tous les acteurs qui étaient là ont dit: «Bah, super, ça veut dire que quelles que soient mes pratiques, en fait, je me rends compte que l'objectif, c'est de faire en sorte que la population devienne fière devienne fière de ce qu'elle fait, de ses propres activités, et de ses pratiques, dont aujourd'hui, en fait, elle n'est pas fière et elle le fait encore une fois par nécessité et tout le monde peut s'approprier, en fait, quel que soit l'endroit où il ou elle intervient, peut s'approprier ce propre objectif de transformation. Donc ça, c'était sur la mise en trajectoire. La deuxième dimension, c'est la communication sincère. Donc là, on revient un petit peu à cette question du storytelling qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut communiquer, il faut communiquer. La communication, ça reste un outil essentiel. Alors évidemment, il y a la communication interpersonnelle, interservices, entre les organisations, les associations et cetera. Bon, et puis il y a aussi la communication institutionnelle, descendante qui vient, à la fois, exprimer une intention, une envie pour aussi essayer d'embarquer. Donc là, je vous donne l'exemple à Los Angeles, il y avait un slogan. Ce slogan, c'était: «Du noir au vert». Bon, c'est 4 mots, hein. 4 mots, mais du coup, ça pose une intention. Bon, on comprend à peu près, enfin voilà, on comprend tout de suite, ce qu'il y a derrière cette expression du noir au vert. C'est simplissime. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a plein de gens qui qui réagissent à ça, en se disant: «Mais attendez, moi, là, j'habite dans un quartier où c'est que du goudron et du béton. Il y a pas un arbre, il y a des déchets qui traînent partout, je suis en surchauffe, en été, j'arrive pas à me chauffer l'hiver et vous êtes en train de me dire effectivement qu'on est en train de passer du noir au vert. Excusez-moi, mais en fait, ce que vous êtes en train de raconter là, c'est pas du tout ma vie, en fait». Et donc, le sujet de l'expression et de la communication, c'est comment, en tout cas, ça permet de donner une intention en disant, bah, collectivement, voilà, ce qu'on aime vers où on aimerait aller. En revanche, comment on arrive à accueillir ce que ça provoque comme réaction? Parce que de fait, quand effectivement vous avez une campagne de communication, bah, elle est faite pour faire réagir. Bon, elle est faite pour, provoquer effectivement, des réactions de tout type. Comment on accueille ça? Et comment on se prépare à l'accueillir, à le recevoir avec bienveillance et justement pour pouvoir aussi en faire quelque chose derrière? Donc, communiquer, passer une intention, donner envie d'embarquer. C'est quelque chose qui est assez fondamental, mais attention, voilà, au piège de la propagande, c'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de dire: «On communique» en se disant: «Bah, voilà, les gens, ils auront qu'à suivre», mais c'est plutôt juste comment, ça permet en tout cas de déclencher quelque chose, de provoquer des réactions et de se préparer à les accueillir. Donc ça, c'est un premier point et l'autre point, c'est la question de la cohérence, de la congruence de la communication. On ne peut pas, on ne peut plus raconter des trucs et faire l'inverse. C'est pas possible, en fait. Et donc, on est aussi aujourd'hui dans une défiance, de partout, des citoyens à l'égard de l'institution, de la politique, des médias et cetera. Parce qu'en fait, on a un vrai problème avec justement ce storytelling, cette volonté de faire croire que tout va bien, que tout est beau, mais c'est génial ce qu'on fait et cetera. Et en même temps, en fait, de faire dans la réalité, parfois, l'inverse de ce que l'on produit et de par exemple, de donner des colorations, écologiques, naturelles, machin, à des trucs qui sont de l'ordre de la destruction de la nature. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans dans cette période de dissonance et donc faut retrouver de la cohérence, faire, ce qu'on dit et dire ce que l'on fait, donc de la transparence et aussi accepter de dire ce qui ne marche pas. Quand je vous disais tout à l'heure: «On n'est pas à la hauteur», concrètement,
faut pas se raconter d'histoire. Si vous regardez les émissions de gaz à effet de serre de la France de ces 20-30 dernières années, on n'est pas du tout au rendez-vous. Pas du tout. Donc, soit institutionnellement, on l'assume et on dit on n'est pas au rendez-vous en fait, on n'y arrive pas. Donc, comment on fait collectivement? Soit on dit on est génial, ah, c'est super ce qu'on fait, etc. Et en fait, quand on regarde la courbe, on se rend compte que pas du tout. Et là, vous dites bon, ok, c'est même pas la peine, je crois même plus la communication qu'on est en train de me raconter. Donc, être capable de dire ce qui ne marche pas parce qu'on n'y arrive pas, c'est aussi une manière de recréer de la confiance avec les personnes que vous avez en face de vous. C'est une manière de dire, bah, voilà. Moi, on a essayé, on voulait le faire, on a essayé, on n'a pas réussi pour telle raison. Bon, maintenant, on compte sur vous parce que on cherche un moyen d'y arriver, et parce que visiblement, là, en tout cas, c'est l'échec, quoi. Voilà. Et donc d'être capable de le dire et d'en profiter aussi pour embarquer les gens, pour solliciter, leurs avis et cetera sur ces sujets-là. Donc voilà, la communication, c'est vraiment dans cette logique de sincérité, de transparence, de recréer de la confiance et certainement pas un outil de propagande dans lequel juste on essaye de faire passer un message en se disant: «Bon, ils ont qu'à entendre ça et puis ça suffira». Ça, c'est un autre exemple, hein, c'est dans le Grand Bergeracois, où en fait, ils ont fait une expérience de créer un média local dont l'objectif est, de provoquer de la coopération. C'est-à-dire que parfois, sur un même territoire, les gens ne n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, de coopérer et cetera, entre les institutions, les entreprises, les associations et cetera. Et donc, ils ont créé un média dont l'objectif est, localement, de communiquer sur ce que font les uns les autres, que tout le monde puisse prendre connaissance de ça, et petit à petit faire en sorte que se créent des rencontres, que se créent des connexions au travers de l'outil de communication. Voilà, donc c'est un exemple que je voulais partager avec vous, qui est assez intéressant. C'est comment, en tout cas, le média permet justement aussi de créer du lien, de l'interconnexion et c'est aussi favorable évidemment à faire se renforcer aussi les expériences et les initiatives sur les territoires. Troisième dimension, 3e dimension, faire émerger les récits alternatifs. En fait, si je vous dis, bon, démocratie participative, heu, c'est une expression assez courante. On a l'habitude d'entendre, d'utiliser et je pense que la plupart des municipalités, en tout cas, se revendiquent, de la démocratie participative, en disant: «On fait des réunions publiques pour, informer, les habitants, de ce qu'on fait, recueillir leur avis» et cetera. En fait, on va pas changer la vie des gens sans les gens. C'est pas parce que juste vous faites une réunion publique pour expliquer ce que vous avez décidé au niveau institutionnel, que déjà d'une part, vous êtes certain que c'est la bonne décision, mais que d'autre part, les gens vont y adhérer et changer leurs pratiques et leur mode de vie parce que vous l'avez décrété. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc c'est de la différence entre, la question de la démocratie participative ou de la participation ou de l'invitation à participer à quelque chose qu'on a soi-même initié et la question de l'implication et de comment on fait en sorte que que les gens se sentent légitimes à exprimer des choses, à exprimer des récits contradictoires, à proposer des alternatives pour justement que le territoire se transforme. On est bien dans cette idée de la transformation, donc si vous ne permettez pas que s'expriment justement tous ces récits divers, singuliers et qui viennent aussi de la diversité des gens, si vous ne favorisez pas ce terreau-là, il y a assez peu de chances justement de vous retrouver vraiment dans une dynamique d'innovation, à l'échelle du territoire. Donc pour ça, ça veut dire surtout se mettre dans une posture d'écoute, d'accueil de cette diversité et d'accompagnement des projets ou des initiatives quand elles arrivent. Et c'est très différent, encore une fois, de dire: «Ah bah écoutez, moi, j'aimerais bien qu'il se passe ça sur le territoire, donc je vais vous donner les sous, je vais vous donner les outils et faites-le, vous allez voir, c'est super». Voilà. Et on se rend compte que, bah, souvent ça coince. Donc là, je vous donne juste 2 exemples.
sur le territoire de Plombières-les-Bains, donc c'est dans les Vosges. C'est une petite ville thermale euh, qui est en situation aujourd'hui, là, d'effondrement économique, puisque en fait, les thermes ont fermé. Ça fait 2000 ans en fait que cette ville fonctionne sur la base, parce que c'est une ville thermale, donc il y a de l'eau chaude à 80 degrés à profusion, etc. Et là, eh ben, tout a fermé. Et donc évidemment, la ville est dans un état à la fois les habitants psychologiquement, mais d'un point de vue économique, etc. C'est assez dramatique. Et là, du coup, la municipalité a décidé de se saisir d'une subvention de l'État pour rénover l'ancien casino de la ville pour en faire un lieu multiculturel, un lieu qui permettrait justement de dépasser ce côté monoculture économique des termes et de passer à autre chose, avec une salle de spectacle, avec vraiment un tiers-lieu approprié par plein d'acteurs du territoire, etc., etc. Sauf qu'en fait, au moment où ce projet-là, il arrive, les gens, ils sont encore sur les termes. Ils disent, mais attendez, vous allez mettre combien? 4 millions d'euros pour rénover ce truc-là? Alors que les termes sont fermés et que la seule chose qu'on demande, nous, c'est que les termes soient réouverts. Et donc là, à ce moment-là, vous vous retrouvez à avoir une confrontation de deux mondes entre ceux qui ont pas fait le deuil, ont pas fait le deuil de cette expérience, de ces siècles de thermalisme qui ont permis d'avoir du faste, de la richesse, des hôtels de partout, des restaurants de partout, etc., mais qui ne tient plus économiquement pour tout un tas de raisons. Et ces nouvelles personnes qui sont arrivées dans la ville, qui veulent faire des choses nouvelles, parce que c'est une ville magnifique, etc., et qui en fait se retrouvent coincées justement entre eux, cette confrontation des deux mondes. Et donc, comment à ce moment-là, eh bien, on arrive à, d'une part, être à l'écoute de ces nouvelles personnes qui ont envie de faire émerger des choses différentes pour sortir du modèle purement thermal, et comment en même temps on respecte, on écoute toutes les personnes qui sont sidérées par cette fermeture des termes et qui ont besoin qu'on les entende, qui ont besoin qu'on accueille leur peur de ne plus exister même en tant que personne parce que toute leur vie n'a été qu'une participation à ces termes. Donc, voilà, c'est comment on arrive à jongler, encore une fois, entre cette rencontre, dans cette rencontre entre eh bien, l'ancien monde qui s'accroche, comment on l'accueille, comment on l'honore, comment on le met en valeur et en lumière, et pour autant, on le met à contribution pour inventer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, c'est un peu ce genre d'histoire qu'on essaye de travailler, justement, parce que on est exactement à cet endroit-là. Voilà. Il faut que ça invente quelque chose de nouveau et en même temps, on a des résistances parce que quand même, c'était vachement bien. Et un autre exemple plus symbolique, hein, c'est une des villes de notre projet Erasmus, donc dans la ville de Lorquí en Espagne, où en fait la municipalité voulait végétaliser les quartiers et notamment un quartier. Voilà, ils ont lancé une initiative et ils ont dit, allez hop, on vous fournit des jardinières, des outils, des plantes, du terreau, des machins, etc. Et donc, allez-y, végétalisez votre quartier, etc. On peut vous donner des conseils, etc. Bon, ça a fonctionné pendant un mois, puis après, plus personne n'allait arroser. Il y en a qui se sont fait piquer les jardinières, etc., etc. Bon, bref, assez rapidement, ça a complètement capoté. En revanche, le quartier d'à côté, qui n'avait pas été sollicité, lui, pour faire ce truc-là, avec des gens dedans qui avaient envie de faire du jardinage, ils ont dit, mais attendez, nous, là, on a envie de le faire, ça. Et donc, ils se sont mis à arracher du bitume, ils se sont mis à récupérer des plantes un peu partout pour les planter dans le quartier. Et par défi envers la municipalité, ils ont lancé une pétition pour que leur quartier soit rebaptisé le quartier des fleurs, Barrio de las Flores. Et donc, en fait, c'est assez incroyable de voir comment la municipalité a poussé pour qu'un quartier soit végétalisé, ça a fait flop, et le quartier d'à côté, par défi et par défiance aussi, mais pas que, aussi par motivation et parce qu'ils avaient envie de le faire, et ben finalement a été végétalisé de manière spontanée. Et c'est là où on voit toute la différence entre la question de la participation et de l'implication. Dans un cas, vous demandez aux gens de faire un truc en espérant que ça va suffisamment donner envie. Dans l'autre cas, c'est comment on accueille quelque chose qui vient spontanément
et on l'aide à se développer et justement à se déployer et voire même derrière à se généraliser. Donc partir de l'engagement, partir de ce que les gens expriment, de ce dont les gens ont besoin, plutôt que effectivement d'arriver de manière descendante avec quelque chose, bon voilà, qui va plus ou moins les intéresser. Le maire de Los Angeles, Jean-François Caron, qui a été maire pendant 23 ans, il me disait, bon voilà, lui c'est un maire, il est écologiste, impliqué dans le parti écologiste depuis longtemps, heu et il disait: «Bon, vous faites une réunion publique sur le climat». Bon, là vous vous retrouvez avec, 7-8 personnes dans la salle et vous dites: «Quand même franchement, c'est pas raisonnable quoi». Je veux dire les gens ils s'intéressent pas, c'est quand même pas possible, voilà. Et puis vous faites une réunion sur le prix, du repas, à la cantine scolaire et puis là vous avez, 150 personnes qui viennent à votre réunion et là vous vous dites, ah oui, dis donc, ah bah, c'est du coup, visiblement, c'est un sujet qui les intéresse. Bon et bah, du coup, oui, en effet, et le prix du repas à la cantine scolaire, c'est un vrai sujet de préoccupation. Donc la question, c'est comment on part de ce besoin-là, de cette préoccupation-là des gens pour faire en sorte d'aller traiter certaines problématiques, par exemple la question de l'alimentation et derrière de la transition alimentaire, agricole et cetera. Comment on part de cet engagement-là pour ensuite, en faire quelque chose et comment on n'espère pas, encore une fois, à partir de sujets qu'on va mettre sur la table, que les gens vont s'en emparer comme par magie. Voilà. 4e dimension, celle de la coopération. La coopération, qui est, un élément assez fondamental. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure des 4 fantastiques, comment on arrive à faire travailler ensemble, ces 4 types d'acteurs sur les territoires. C'est quelque chose d'essentiel et en fait, globalement, un des enjeux des transitions, c'est le fait qu'aujourd'hui, ça coince. Il y a plein de d'acteurs qui ne se parlent pas, entre les communes et les intercommunalités, entre, les départements et les villes, entre les régions et les départements, entre, les acteurs socio-économiques et les agents, entre les agents et les élus entre eux, au sein de leur délégation, quelle délégation parle avec quelle délégation, les services entre eux, le service, la direction des transports et la direction de l'économie ne se parlent pas, et cetera, et cetera. Et en fait, on a une habitude de travail chacun dans dans son couloir de nage, c'est-à-dire chacun fait son truc avec sa thématique, son enjeu, sauf qu'en fait la transformation elle est systémique. On parle d'un enjeu de transformation où il faut tout changer. S'il faut se passer des énergies fossiles, tout le monde a besoin des énergies fossiles. Vous n'avez pas un objet dans la pièce dans laquelle chacun, vous êtes, qui a pas, à eu un moment, eu besoin du transport, par le pétrole et donc on est vraiment sur des transformations systémiques et pourtant chacun est dans son petit coin en train de faire son truc avec son sujet de préoccupation. Donc la coopération, c'est un enjeu qui est pas seulement un enjeu juste de projet, de se dire: «Bah, tiens, sur ce petit projet-là, je vais travailler avec le partenaire bidule» et puis après une fois que le projet est fini, c'est fini. C'est comment on prend une habitude de travailler en coopération avec, justement, les acteurs du territoire. Parce que, justement, il faut qu'on arrive à s'entendre. On agit, on vit sur le même territoire et donc prenons des habitudes de travail ensemble, même si on n'a pas, justement, le même langage. Il faut qu'on arrive à se retrouver et donc j'en viens à un élément de définition de la coopération du point de vue, de la fabrique des transitions, c'est la coopération, c'est pas juste faire les trucs sur lesquels on sait qu'on est d'accord. La coopération, c'est mettre au conflit, mettre au travail les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Parce que l'avenir, ce monde vers lequel on veut aller, il est bourré de controverses. Si on refuse d'aborder ces controverses et de les travailler ensemble, il y a à peu près zéro chance que le monde évolue. Parce qu'effectivement, on va faire le statu quo, on se dit: «Bon, bah, globalement, puisqu'on n'est pas d'accord, bah, on bouge rien et puis, bah, on va attendre que le monde nous oblige de changer, comme, voilà, puis on va s'adapter à ce qui se passe, quoi». Donc concrètement, heu, la coopération, c'est mettre au travail les conflits et les controverses et c'est pas facile. Ça suppose en effet, parfois des fois, on est sur des conflits ou des controverses qui datent d'il y a longtemps ou, parce que justement entre tel ou tel acteur et ben, il y a quelque chose qui est ancré depuis des décennies. Des fois, on sait même plus pourquoi les gens ils sont pas d'accord ou pourquoi ils sont en conflit et donc comment
on voit d'où ça vient, on se rappelle, mais d'où ça vient, le fait qu'on n'est pas d'accord? C'est quoi l'histoire? Quels sont les arguments? Qui a porté ces arguments-là? Pourquoi ils les ont portés? Quels sont les enjeux qu'il ou elle défend? Et donc, comme ça, progressivement, d'avancer sur, la résolution de ces controverses et le fait de trouver des compromis. Donc un enjeu de la coopération, c'est vraiment ça. Alors je voulais, vous parler de la question de l'agora des pairs à pairs. En fait, là aussi, c'est une invitation. Je vous ai parlé des 4 fantastiques. On fait travailler ensemble les 4 fantastiques, mais aussi on fait en sorte que chacun des fantastiques se retrouve entre eux. D'ailleurs, on crée des groupes dans lesquels il n'y a que des agents, que des élus, que des acteurs socio-économiques, pour voir comment chacune et chacun, avec la diversité des territoires qu'on accompagne, eh bien, se retrouvent finalement avec des problématiques similaires. Bah, nous, agents de la collectivité machin, on rencontre les agents de la collectivité truc, et puis on se dit, bah, OK, en tant qu'agent, quels sont nos enjeux? Quelles sont nos problématiques face aux enjeux de transition et comment on y répond? Et l'idée, c'est que de créer des groupes comme ça qui permettent d'être en confiance, de partager, des enjeux et des responsabilités partagées, justement en fonction des compétences et des enjeux de chacun. Et puis ça permet derrière aussi d'aller les exprimer, c'est-à-dire quand on crée ces groupes de pairs, bah, ensuite on fait en sorte que le groupe d'agents va pouvoir dire au groupe d'élus: «Bah, voilà, nous agents, ce qu'on attend de la part des élus, pour l'avenir et ce dont on a besoin pour que la transition se fasse dans les bonnes conditions». Donc les groupes de pairs, c'est des espaces de confiance et donc voilà, on invite en général à créer ces espaces-là, qui sont des espaces rassurants où on se sent aussi, bien, bien entouré et où on peut partager des préoccupations communes. Et puis aussi, et donc là, c'est quelque chose un exercice qu'on a fait avec les quartiers prioritaires. C'est concrètement, ça veut dire quoi la coopération? Et on a invité chaque acteur, le centre social, le bailleur social, l'association, Pipo et cetera. On a invité chaque acteur à dire une expérience de coopération réussie et une expérience de coopération qui n'avait pas fonctionné, un projet qui n'a pas fonctionné. Et à chaque fois, on a essayé de décortiquer qu'est-ce qui fait que ça a bien fonctionné? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? C'est-à-dire qu'on est parti de l'expérience des gens, en groupe, collectivement, parce que tout le monde, enfin, si je vous pose la question, chacun d'entre vous va avoir des expériences de coopération. Et parfois ça a marché et parfois ça n'a pas marché. Bah, comment en tirer les leçons de ça et ensemble à l'échelle d'un territoire ou d'un groupe de travail, eh ben, on se dit: «Bah, voilà les conditions de réussite de notre coopération» et donc comment on se fixe des règles communes pour s'assurer que la coopération puisse fonctionner dans le temps. Voilà et donc là, il y a effectivement des exemples comme le côté équitable, d'avoir une culture commune, l'honnêteté, le fait de pratiquer, l'approche la narrative, le fait d'être en confiance les uns envers les autres et cetera. Donc quels sont les ingrédients qui font que vous pourrez ensemble coopérer sur du long terme? Et enfin, s'il me reste 3 4 minutes, la 5e dimension qui est, évaluer la valeur créée. Alors, je dirais pas que c'est la plus importante parce que je vous l'ai dit, en fait, toutes les cordes sont importantes. Mais concrètement, on parle de transition, on parle de transformation, de conduite du changement. Heu Mais si on n'observe pas ce qui est en train de se passer, comment est-on capable de se dire: «Oui, ça change, non, ça change pas»? Alors, on a l'habitude de faire des bilans et des évaluations et je pense que la plupart d'entre vous, probablement, d'ailleurs, en avez jusque-là de remplir des formulaires et des tableurs pas possibles avec des chiffres et des graphiques pour justifier comment votre opération a été efficace et comment justement vous avez pu remplir les objectifs qui vous permettent d'avoir, les financements, et cetera et cetera. Et donc on fait des bilans. Mais comme dirait, Julien Perdrija, qui est, le directeur de la Fabrique des Transitions et qui était, le directeur de cabinet de Los Angeles, ce qui compte vraiment ne se compte pas toujours, mais se raconte. Et en fait, c'est la vraie question, c'est qu'on a l'habitude de remplir des tableurs, de faire des graphiques, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime tant, le bilan carbone et évaluer la transition sous l'angle
des émissions de gaz à effet de serre parce que vous pouvez mettre tout ça dans un tableur. Mais quand vous avez une personne qui regarde un tas de déchets et qui finalement se retrouve à être fière de la montagne qu'elle a devant les yeux parce que c'est patrimoine mondial de l'humanité, concrètement, comment vous mettez ça dans un tableur? En fait, ça marche pas. C'est-à-dire que ce travail sur le regard que l'on porte sur notre monde, sur les habitudes, les changements de mode de vie qu'on peut avoir, c'est pas quelque chose qui se chiffre et bah, comment vous êtes capable de l'évaluer? Et donc, c'est comment on met en place aussi dans les territoires, dans nos pratiques, des méthodes d'évaluation qui permettent d'entendre, d'écouter et de révéler la valeur qui a été créée par toutes les actions que vous avez mises en place. Et ça, c'est fondamental parce que ça permet à la fois, enfin, l'évaluation, ça a plein d'objectifs, hein. Ça permet de se corriger si on voit qu'on n'est pas sur la bonne tendance. Ça permet d'amplifier si on voit qu'au contraire, on est sur le bon truc. Ça permet aussi d'inspirer parce que derrière, quand derrière vous avez des témoignages, des récits de choses qui sont en train de changer, bah, les gens sont inspirés, ont envie d'y aller aussi. Donc cette évaluation, elle est absolument fondamentale pour pouvoir justement être dans une logique de transformation et donc pour terminer, 2 petits exemples. Les ch'tis TEDx, c'est des conférences, vous connaissez les conférences TED ou TEDx peut-être? Qui sont, des modèles de conférences, punchy où les gens sont coachés, pour faire une conférence pendant un quart d'heure, 20 minutes, chrono, apprise par cœur et donc tout est millimétré pour être hyper efficace, pour faire passer un message. Bon, et donc ça, c'est les conférences TED ou TEDx. Et ben, à Los Angeles, ils ont fait les ch'tis TEDx, et l'idée, c'était de coacher des habitants, juste pour qu'ils partagent ce qui est en train de se passer dans leur vie. Alors, ça peut être des éléments assez critiques d'ailleurs, hein, sur l'action de l'institution municipale et cetera. Mais c'est aussi: «Ah bah, voilà, bah, moi écoutez, franchement, j'y aurais jamais cru, mais je me suis inscrit à la MAP». Bon, bah, aujourd'hui, je me retrouve à cuisiner des légumes, des machins, en fait, je savais même pas que ça existait il y a 3 semaines, et bon, bref. Et donc du coup, vous vous retrouvez à avoir des personnes qui simplement racontent ce qui est en train de se passer dans leur vie et c'est quelque chose qui est poignant, qui est inspirant et qui est intéressant. Donc voilà un exemple et puis enfin, dernier exemple aussi, je reviens dans le quartier du Sanitas et ça fait le lien aussi avec la trajectoire dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, à la fin du marché, qu'il y a toutes les semaines dans le quartier, eh bien, il y a des personnes qui venaient glaner les invendus à la fin, la tête basse, mais en tout cas qui n'avaient pas les moyens d'acheter, des fruits et des légumes et qui venaient récupérer les invendus. Bon, et en fait, il y avait de plus en plus de personnes qui faisaient ça. Et ben, le centre social s'est saisi de tout ça et ils ont décidé de l'institutionnaliser et ils ont créé le Tipeee, c'est-à-dire qu'ils débarquent avec des barnums et puis, les personnes qui faisaient du glanage se retrouvent en fait à être les bénévoles d'une action et aujourd'hui vous avez des paniers, c'est-à-dire que concrètement, chacun vient chercher, ses tickets. Les bénévoles sont là, ils vont récupérer les invendus. Ils font des paniers qui répartissent équitablement avec, tous les légumes et tous les fruits, qui restaient, au niveau du marché et en fait, les gens qui se retrouvent à faire ce truc-là, mais sont hyper fiers de ça. Non seulement on évite le gaspillage alimentaire, on permet de donner à manger à des gens qui, n'avaient pas forcément à manger et cetera et les gens, ils sont à un niveau de fierté et quand vous avez derrière le député de Tours qui vient faire une matinée de récupération avec eux, quand vous avez la presse qui vient, pour, les filmer, les prendre en photo, quand vous avez la chambre régionale d'économie sociale et solidaire qui leur attribue le prix régional de l'économie sociale et solidaire, mais oui, j'aime autant vous dire que les habitants qui font exactement la même chose que ce qu'ils faisaient avant, c'est récupérer les invendus du marché, eh ben, en fait, leur vie, elle change. Leur regard sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font, change complètement. Eh ben, comment vous évaluez ça? Il faut être capable de le mettre en récit, il faut l'entendre, il faut l'enregistrer, il faut donner la parole pour justement aussi que ça se sache et que les autres habitants du quartier puissent aussi, voilà, que les gens soient fiers aussi de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Et donc, c'est un élément de transformation qui semble vraiment important, d'où l'importance de l'évaluation aussi dans la manière d'inspirer le changement et d'inspirer les transformations. Donc voilà, en gros, les 5 dimensions, de la mise en récit qui s'articulent entre elles. Donc je vous le redis, hein, mettre en trajectoire, heu, mettre en trajectoire alors pardon, hop, 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 je reviens. Mettre en trajectoire, communiquer sincèrement
faire émerger les récits alternatifs et impliquer les habitants vraiment et les acteurs, raconter et vivre la coopération et évaluer la valeur créée. Donc 5 dimensions qu'il faut absolument faire jouer pour justement avoir un effet de transformation. Et je termine en vous disant que toutes ces ressources-là, c'est des biens communs. Vous allez sur le site de la Fabrique des Transitions, tout est en téléchargement. Il y a un guide de la mise en récit avec les 5 dimensions, avec plein d'exemples qui est téléchargeable sur le site internet. Voilà, vous avez énormément de ressources sur le site de la Fabrique des Transitions, donc n'hésitez pas à y aller et à vous inspirer de tout ce qui a pu être produit. Voilà. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre écoute et à votre disponibilité pour avancer. Alors, il n'y a pas une recette pour ça. Et j'ai vu dans les échanges que notamment était posée la question de comment on avait enclenché le truc avec les quartiers prioritaires et notamment la ville de Tours. Là, en fait, on est sur un projet européen de type Erasmus+. Donc, en fait, alors, pour être tout à fait transparent, c'est un projet que j'avais monté en partenariat avec la Fabrique des Transitions, mais avant d'être salarié de la Fabrique des Transitions. Donc du coup, c'était dans un autre contexte professionnel que j'avais mené ce projet-là. Et donc là, en l'occurrence, bah, il faut quelqu'un pour monter le dossier européen. Il faut aller chercher des partenaires dans les 4 pays. Et après, dans le territoire au niveau français, eh ben, il faut aller chercher les acteurs avec lesquels travailler. Et donc, on est allé à la rencontre du centre social, de la régie de quartier, de la mairie, du bailleur social, des associations, etc. pour dire, OK, mise en récit, transition, tout ça, ça vous branche? Oui, oui, non, non, pop, pop. Et puis visiblement, quand on parle de mise en récit pour la transition écologique, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui fait que on ne sait pas pourquoi, mais on sent que ça va bien se passer. Bon, donc il y a ce truc d'une espèce de capital confiance autour de ce sujet-là, qui fait que globalement, quand vous dites on va travailler sur la mise en récit comme outil de transition écologique, globalement, en fait, il y a un truc de dire ah ouais, ça a l'air intéressant. Et je pense aussi que c'est parce que probablement on manque d'outils et que à ce stade on ne sait pas trop comment s'y prendre et que bah, des fois dans les quartiers, oui, ok, on va faire des clean walk, on va faire des ateliers de sensibilisation pour économiser l'eau et l'énergie, on va faire des trucs comme ça, mais vraiment un truc qui donne sens à une dynamique de quartier sur les enjeux justement un peu de transformation éco, c'est pas toujours évident. Donc il y a eu une espèce d'envie spontanée de dire ah ouais ouais ok ça nous intéresse on y va. Donc ça c'est pour Erasmus. En revanche sur les projets qu'on porte là pour le coup avec la Fabrique des Transitions, j'ai envie de dire il y a deux approches différentes. On a l'habitude de monter ce qu'on appelle des cohortes de territoire. Donc en fait, la première expérience quand la Fabrique des Transitions a été créée, c'était d'aller voir l'ADEME et de dire, voilà, on va essayer de créer un groupe de collectivités qu'on va accompagner sur la conduite du changement pour les transitions. Donc, on a obtenu un financement de l'ADEME, ensuite une contribution de chacune des collectivités embarquées, donc c'était 10 territoires, la première cohorte, 10 territoires de toute la France. Et donc, ça a été un accompagnement collectif. Et dans cet accompagnement collectif, des temps d'accompagnement individuel. Donc, le financement, c'est l'ADEME et pour le coup, chacun des territoires qui contribuent. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je pilote un projet dans lequel j'accompagne 17 territoires en France, 8 en Occitanie, 9 en région Grand Est. Et ben donc, la manière dont ça se passe, c'est on va voir l'ADEME, on dit on veut faire des cohortes régionales. Est-ce que vous êtes OK? Donc là, du coup, on explique le dispositif. L'ADEME dit OK pour telle enveloppe. Donc après, il faut trouver les cofinancements. Donc ensuite, on va voir les régions. Donc la discussion avec le conseil régional. Vous voulez y aller, vous voulez pas y aller. OK, vous voulez y aller. Convention de subvention avec la région. Et ensuite, on part à la recherche de 10 territoires dans chacune des régions. Donc, si vous voulez, le temps de recrutement, il est c'est costaud, hein. C'est un peu marathon. Et puis, bah, du coup, bon, voilà, on a aussi des portes qui s'ouvrent pas. Bon. Donc, quoi qu'il en soit, quand vous arrivez auprès d'une collectivité en disant, et il y a un cofinancement de la région et il y a un cofinancement de l'ADEME, déjà,
les portes s'ouvrent un petit peu plus. Donc voilà, ça permet donc en gros, on est plutôt sur une logique non pas de prestation, mais vraiment de, subvention, ce qui fait qu'on est dans une logique plutôt de coopération que, d'être prestataire de service au service de la collectivité et ça change complètement la posture. C'est-à-dire que quand on va travailler sur du sensible, quand on va travailler sur la manière dont les gens coopèrent entre eux, les élus entre eux et cetera, évidemment, quand vous avez la posture de prestataire, vous n'avez pas tout à fait le même positionnement que quand vous êtes là en tant que, voilà, qu'acteur qui vient, acteur neutre de confiance et qui est subventionné. Bon, c'est pas la même posture. Et enfin, on a quand même aussi une approche, plus, c'est-à-dire qu'on a des fois des territoires qui viennent nous voir et donc par exemple, on travaille depuis des années avec le département du Puy-de-Dôme. On travaille, depuis, un certain temps avec la ville de Lyon, aussi sur les questions justement de mise en récit. Donc là, il y a un gros travail en cours, actuellement avec la ville de Lyon sur ces sujets-là. Donc, des territoires en fait qui spontanément viennent nous chercher et on voit si on arrive à trouver, un terrain d'entente pour travailler ensemble avec cet objectif pour nous aussi, donc c'est systématiquement dans la logique expérimentale. Souvent, quand on va chercher un prestataire de service, on vient le chercher pour une expertise, c'est-à-dire en gros, bon voilà, quelqu'un qui doit faire un plan climat. Bon, bah, typiquement le plan climat, vous allez chercher un bureau d'études qui fait du plan climat. Alors, bon, souvent vous faites un appel d'offres, hein, mais et du coup, vous avez quelqu'un qui a fait déjà 25 plans climat, qui sait parfaitement comment ça se passe, etc. Bon. Et nous, en fait, on est beaucoup sur de l'expérimentation, et donc, voilà, on a très peu de choses qui sont parfaitement reproductibles. Et donc, on a des montages à chaque fois qui sont, un petit peu différents et parfois, on a un petit peu de prestations, voilà, pour aller faire des conférences, pour aller faire des animations d'ateliers ou des choses comme ça. Mais c'est pas l'essentiel de notre métier, voilà. L'essentiel de notre métier, c'est plutôt des accords de partenariat, de subvention, avec, des institutions publiques. En fait, c'est vrai que, j'ai pas trop parlé de ça, mais en fait, on commence toujours nos accompagnements par, ce qu'on appelle une analyse sensible. Voilà, souvent les territoires en ont jusque-là de faire des diagnostics. Voilà, c'est, diagnostic, émissions de gaz à effet de serre, diagnostic, enfin bon bref, il y en a plein de sortes des diagnostics. Bon, les les placards en sont pas mal remplis et moi-même j'en ai fait, hein. J'ai fait un certain nombre de rapports en tant qu'ingénieur, consultant et cetera et donc voilà, ça a aussi son utilité mais nous, en effet, c'est pas tout à fait le même genre d'exercice. L'analyse sensible, le diagnostic sensible et donc là, pour le coup, bah, là, le lien a été partagé, bon, parce que toutes nos ressources sont encore une fois, diffusées sur internet mais l'idée, c'est qu'avec le territoire, sur le territoire, où on va intervenir, on, fait un panel d'une vingtaine de personnes, parmi les 4 fantastiques, élus, agents de l'État et acteurs socio-économiques. Avec des gens de différentes, orientations, j'ai envie de dire. C'est-à-dire typiquement, même si on c'est la municipalité qui nous fait vivre et qui nous fait venir, en fait, on leur demande d'avoir des élus de l'opposition. On leur demande s'il y a par exemple une association qui est, très, militante et impliquée sur, par exemple la protection, de la nature ou une opposition à un projet particulier et cetera. On demande à ce qu'elle soit dans les entretiens et donc on va constituer comme ça ce panel d'une vingtaine de personnes représentant une forme de diversité et entretien individuel anonyme, pour justement pouvoir entendre ce qui se joue, d'un point de vue sensible et donc là, on va travailler avec eux sur, eh bien, quelle est vous, votre vision de l'avenir du territoire? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vision partagée? Comment vous travaillez? Donc là, vous êtes habitant de ce territoire, bon, très bien. Est-ce que vous êtes impliqué dans les prises de décision? Est-ce que, vous avez la possibilité de vous exprimer et cetera? Donc on est vraiment, on y va cash en fait dans les questions qu'on pose parce qu'on est dans l'entretien individuel et que la parole se libère. Des fois, on entend des trucs, c'est galbé quand même, hein, donc il y a des fois, les gens en profitent pour se lâcher parce que quand on donne la parole comme ça dans des entretiens individuels, bah, c'est l'occasion justement aussi de lâcher la soupape. Et nous, derrière, en fait, on garantit le fait qu'on va anonymiser les résultats, c'est-à-dire qu'on va faire ressortir les points forts, les points d'appui du territoire, ce qui est vraiment solide et ce sur quoi visiblement tout le monde converge en termes de force.
les points de fragilité, là aussi, ceux sur lesquels tout le monde converge en termes de fragilité, en disant, bah, je sais pas, par exemple, voilà, euh, la question de l'effondrement économique de la ville de Plombières-les-Bains, bon, bah, typiquement, tout le monde converge sur le fait que ça va pas bien économiquement. Bon, bah, donc, du coup, ça, on peut le citer comme étant une convergence sur un point de fragilité. Puis après, il y a les controverses, les sujets sur lesquels les gens sont pas d'accord, où certains considèrent que ça, il faut le faire, d'autres disent, ah non, faut absolument pas le faire, etc. Donc là, du coup, on va pointer, là aussi, l'endroit où il y a du débat, où il y a de la discussion, et qui visiblement mérite d'être traité parce que les gens l'ont exprimé spontanément. Donc c'est important pour les gens, mais les gens ne sont pas d'accord. Donc ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné pouvoir en parler. Puis à partir de là, on va produire une analyse, puis des recommandations sur tout ça. Et ça, c'est le point de départ de nos accompagnements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une restitution devant tous les gens qui ont été entendus, dans leur diversité. C'est-à-dire que dans la même salle, vous avez des gens qui sont pas d'accord entre eux, qui sont parfois même en conflit ouvert, etc. Et vous mettez tout sur la table. Bon, ça déjà, je vous garantis que c'est pas forcément banal, quoi. C'est-à-dire que du coup, même si les gens connaissent les problèmes, le fait que quelqu'un les pose sur la table devant tout le monde, bah, quelque part, malgré tout, ça fait du bien, bizarrement. Ça fait du bien d'entendre que les choses vont pas bien. Et du coup, ça permet aussi de les mettre tranquillement aussi en discussion et de se dire, bah voilà, on entend le fait qu'on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Voilà. Tout ce processus de, on fait une restitution et après, on va avancer avec eux progressivement sur le choix d'un projet pilote. L'idée, c'est de se dire, eh ben, voilà, on a des méthodes, on a une méthodologie de conduite du changement, OK, sur laquelle on s'appuie, donc on les forme là-dessus. On leur fait un diagnostic de territoire, diagnostic sensible, ce qui permet de voir sur quoi on peut s'appuyer et pour traiter quel problème. Et à partir de tout ça, eh bien, on les invite à essayer de choisir ensemble un projet sur lequel ils vont aller pouvoir se défouler et s'exercer à travailler différemment. Et donc, c'est un projet qui permet, si vous voulez, un projet totem ou un projet voilà, d'expérience, d'expérimentation sur lequel on se dit, bah, ok, donc typiquement, à Plombières-les-Bains, là, le projet pilote sur lequel ils ont décidé d'avancer, c'était l'espace Berlioz. C'était un des trucs, évidemment, qui ressortait de l'analyse. Mais ils se sont dit, ce projet-là, de toute façon, il faut que ça avance. Donc, on va essayer de voir comment on, on fait un pas de côté sur ce projet-là et on essaye de l'aborder différemment. Parce que c'est un projet qui est fondamental pour nous. Mais du coup, peut-être qu'on ne s'y est pas bien pris jusqu'à présent. Donc, on n'est pas là pour dire, enfin, vous savez, sur les enjeux de transition et de transformation, des fois, vous avez aussi des diagnostics qui aboutissent à des plans d'action à rallonge, où en fait la collectivité se retrouve confrontée à un truc de faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Et en fait, ils disent, non mais attendez, nous là, du boulot, on en a jusque-là, de l'argent, on n'en a plus, donc ne nous rajoutez pas des trucs à faire. Donc le sujet, c'est plutôt de dire comment le territoire s'empare de choses qu'ils doivent faire, ou qu'ils ont l'intention de faire, sur lesquelles ils ont déjà mobilisé des budgets pour se dire, eh ben, ce truc-là, on va l'aborder différemment, et donc on va plutôt les accompagner sur voilà, comment on a une approche un peu différente de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et donc voilà, on est dans cette logique on va dire, de positionnement stratégique du projet, parce que dans le fond, en fait, on n'a pas les moyens derrière d'être vraiment dans un accompagnement de long terme, malheureusement. Mais en tout cas, on est dans cette idée de faire le premier pas, le premier kilomètre, et comment on essaye d'apprendre à travailler ensemble différemment, encore une fois, avec ces quatre fantastiques qu'on garde systématiquement autour de la table. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner une bonne recette qui fonctionne pour tout le monde, hein. On a vraiment des situations à chaque fois qui sont très différentes. C'est vrai que nous, en tout cas, côté fabrique de transition, on est plutôt vraiment. Enfin, quand je vous dis j'accompagne 17 territoires en France, concrètement, enfin, c'est pas moi juste avec mes petites mains qui suis en capacité d'être vraiment impliqué dans l'accompagnement de chacun de ces 17 territoires. En fait, et là, donc, ça me permet aussi de vous redire un truc par rapport à ce qu'est la fabrique des transitions. C'est une alliance. Dans cette alliance, il y a 70 à 80% des acteurs qui sont des acteurs privés, qui ont des compétences et des expertises. En fait,
Quand je dis que j'accompagne des territoires en région Occitanie, on travaille avec des alliés, c'est-à-dire des acteurs qui ont signé la charte de la fabrique des transitions, qui ont des compétences et qu'on va chercher en fonction des besoins de la collectivité. Donc typiquement, un village qui se retrouve dans un niveau de conflictualité énorme, c'est-à-dire les gens, ils peuvent pas se voir sans se taper dessus, enfin j'exagère un peu, mais au moins en tout cas sans s'insulter dans tous les sens, etc. Donc un niveau, une virulence dans les échanges, etc., qui est extrêmement intense, avec pourtant la volonté de faire un éco-hameau, etc., etc., et donc plutôt des ambitions qui sont, bon voilà, intéressantes aussi du point de vue de l'évolution du village, etc. Mais si vous voulez, avec des gens qui sont incapables de se parler, avec une violence vraiment très très forte. Et donc, bon, ils viennent nous chercher en disant au secours, là, comment on fait? Comment on fait? Parce que les gens, déjà, se tapent dessus pour pas grand-chose. Alors là, pour faire un projet d'éco-hameau et tout, autant vous dire que, bon. Bon, bah là, on a fait intervenir une spécialiste du dialogue territorial qui est allée sur place et puis qui a constitué un groupe d'habitants triés selon les catégories INSEE, en disant bah, voilà les proportions de type d'habitants qui est catégories socio-professionnelles sur le territoire. Voilà, il faut des mamans, des professionnels de ceci, professeurs d'école, artisans, élus, etc., etc. Bref, ils ont constitué des jeunes, des vieux, tout ce qu'on veut. Et ils ont constitué comme ça un panel et ils les ont amenés à travailler ensemble justement pour sortir des enjeux justes de la municipalité, etc., etc. Et cetera. Et donc, bref, là, l'outil, c'était de dire on va constituer un panel qui n'existait pas et qui va être représentatif de la population par rapport à des données INSEE. Bon, c'est le choix qui a été fait pour réussir à avancer. Pour Plombières-les-Bains, c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, on est dans un cas dans lequel, en tout cas, on sent la conflictualité, mais en même temps, on est en cours d'accompagnement, donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on a réglé, parce que du coup, on est en plein dedans. Mais simplement vous dire que, en tout cas, nous, ce qu'on préconise, notamment, et c'est un peu quelque chose que j'ai évoqué dans ma présentation, c'est de dire en fait toutes ces personnes, les anciens qu'ils appellent du coup de la ville, en fait il faut pas les rejeter en disant c'est bon ça, maintenant c'est à nous la place et passons à autre chose. Et donc, voilà, on a proposé d'honorer les anciens et de faire en sorte justement de dire bah, comment en fait on les écoute, comment on va les voir juste pour les écouter. Pas en leur disant venez participer à notre truc, mais juste on vient vous écouter, qu'est-ce que vous avez à nous raconter de votre vie, etc. Et donc, il va y avoir toute une expo photo, il va y avoir toute une mise en valeur de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont fait dans leur vie, etc. Enfin bon, donc on n'est pas en tant que tel dans une résolution de conflit, on est dans le fait d'aller réparer, d'essayer de réparer la blessure que ces personnes ressentent par justement cette espèce d'effondrement économique, plus que vraiment d'être dans une conflictualité, de dire ah il faut que vous tombiez d'accord. Non, c'est plutôt comment en tout cas on essaye de prendre soin d'eux. Et donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui vous parle, hein, la question du soin. On est dans une période d'effondrement, dans une période où il faut qu'on prenne soin des gens. Et donc, c'est plutôt ça la préconisation, en fait. Voilà, c'est comment, en tout cas, on est attentif, on écoute et on fait en sorte justement que les gens relèvent la tête progressivement, etc. Donc, vous voyez que selon les circonstances et selon les cas, on va pas être tout à fait dans le même genre de situation. Et puis, il y a des fois où c'est vraiment, vraiment hyper conflictuel. Je vous reprends un autre exemple de territoire. On a une cohorte de territoire, c'est Avenir Montagne Ingénierie. Et donc, on avait, donc là c'était pour l'ANCT, c'était pas l'ADEME, c'était avec l'ANCT. Eh bien, ils ont fait tout un programme avec les territoires de montagne. Donc il y avait des territoires de tous les massifs montagneux en France. Et donc il y avait un certain nombre de ces territoires qui ont été accompagnés par la Fabrique des transitions. Et notamment, évidemment, dans les territoires de montagne, la question du ski. Là, je vous parlais de la question de la fermeture des thermes. Bah, la fermeture d'un télésiège ou la fermeture d'une station de ski, c'est juste en fait un drame, quoi. C'est un truc, ça provoque en fait des tensions
d'un niveau de violence extrêmement poussé, parce qu'en fait, voilà, enfin, je veux dire, on va pas revenir à garder les vaches, quoi. Enfin, vous pouvez pas nous demander ça, quoi. Donc concrètement, voilà, s'expriment en fait des tensions extrêmement fortes. Et là, je peux pas vous dire que on arrive, on claque des doigts et ça se passe bien. En fait, concrètement, on est dans des situations qui sont d'une complexité telle que, concrètement, voilà, on essaye de se débattre avec ces questions d'écoute, de coopération, de pacifier les choses, de faire du dialogue territorial, etc. Mais je peux pas vous dire qu'en tout cas, la méthode que je vous ai proposée là, elle va tout résoudre. Je pense qu'il faut, à certains moments aussi, s'entourer d'experts qui sont habitués à gérer ce genre de problématiques. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire quand je vous dis que on a des alliés, voilà, dans toute la France et que dans chaque région, on travaille avec des acteurs qui ont des spécialités, et ben voilà, c'est parce qu'on sent bien qu'il y a des moments où c'est plutôt ce genre de personnes qu'il faut réussir à aller chercher. Donc nous, on a plutôt une méthodologie, un référentiel, on va dire, un peu généraliste de conduite du changement. Et après, en fonction de ce qui est identifié sur le territoire, soit c'est des enjeux de coopération, soit c'est des enjeux de conflit, soit c'est des enjeux simplement de gestion de projet, etc. Et donc, en fonction des situations, on va pouvoir justement aller faire travailler tel ou tel type d'acteur. Alors, c'est une excellente question et qui est au cœur aussi de notre sujet, hein. Je crois que je vous le disais tout à l'heure en aparté, la Fabrique des Transitions, c'est tout jeune. Ça s'appuie sur l'expérience de territoire depuis longtemps, mais la Fabrique des Transitions existe depuis moins de 5 ans. On est quand même sur... voilà, et en moins de 5 ans, on a eu l'occasion d'accompagner entre 80, plus de 80 territoires. On est sur quelque chose en fait, l'ambition, c'est celle du changement d'échelle. Et de voir comment, en tout cas, à partir d'un référentiel commun qui s'enrichit progressivement, on arrive à déployer, on va dire, de l'ingénierie territoriale et de l'accompagnement dans les territoires en s'appuyant sur les alliés dans les différents territoires. Donc aujourd'hui, moi, mon défi, et c'est une excellente question, concrètement, quand je fais intervenir 8 alliés pour accompagner 8 territoires de la région Occitanie, comment je m'assure en effet que ça va être les bons alliés pour faire le job. Donc on est d'abord dans le fait de se dire, bah, déjà, on part de l'idée que c'est déjà des gens qui ont signé la charte, donc c'est des gens qui sont dans l'esprit, en tout cas, fabrique des transitions, qui ont compris nos sujets et aussi tous les éléments de référentiel, etc. Donc évidemment, on a des entretiens avec eux pour voir justement depuis combien de temps ils suivent la fabrique des transitions et à quel point ils sont familiers en effet de nos pratiques et du référentiel de conduite du changement, etc. Et après, on les forme. C'est-à-dire que l'analyse sensible, ou le diagnostic sensible, hein, on peut l'appeler de manière différente. On a tendance maintenant à l'appeler analyse parce que les territoires deviennent allergiques à diagnostic. Et donc, du coup, maintenant, on parle plutôt d'analyse sensible pour se différencier parce que ça fait quand même un peu un pas de côté par rapport au diagnostic habituel. Mais donc là, on forme. C'est-à-dire que pour faire une analyse sensible au sens de la fabrique des transitions, il faut avoir été formé par la fabrique des transitions et il faut aussi être supervisé, accompagné dans le cadre de ce diagnostic. Donc en fait, on forme les acteurs. Quand ils ont été formés, ensuite, on les affecte d'une certaine manière à un territoire. Et ensuite, on va être en relecture, en conseil, jusqu'à la production des préconisations et surtout l'accompagnement pour la pré-restitution et la restitution de ces travaux-là. Donc, on a de la formation, de la supervision et de l'accompagnement pour ce genre de choses. Après, quand on rentre plus finement dans typiquement ce village où il y avait de la conflictualité, etc., là, on fait aussi confiance à l'expertise. C'est-à-dire que là, on arrive à un moment où on va aller chercher un allié qui va pouvoir témoigner d'années d'expérience sur tel ou tel type de pratique et qui va se sentir prêt à affronter. Donc, on va s'assurer ensemble qu'on a bien compris les enjeux
qui ont bien été exprimés par le territoire, c'est-à-dire qu'on s'assure d'abord que le territoire exprime bien son besoin, sa demande, que nous, on l'ait bien compris, et ensuite on en discute avec l'allié pour savoir si, OK, vous avez bien compris les enjeux, et une fois qu'on est tombé d'accord, et ben après derrière, il y a aussi une confiance de, OK, vous êtes un professionnel, vous êtes une professionnelle, donc bah, allez-y, et puis nous, on reste en fait en arrière-plan pour vous suivre et vous accompagner. Mais on a un vrai enjeu aujourd'hui de stabilisation de ces formations parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, voilà, on se débrouille avec nos petits moyens. Je vous l'ai dit, hein, on est une équipe de 6 salariés. Donc globalement, quand je vous dis qu'on a accompagné 80 territoires et qu'on est 6 salariés, ça veut dire que globalement, cet enjeu en fait de changement d'échelle, de supervision, etc., c'est un peu intense, quoi. C'est, c'est un peu intense et des fois, oui, c'est vrai, c'est un peu fragile. Et parfois, par exemple, les analyses sensibles, bah, on a des alliés qu'on a formés qui y vont, et puis ça se passe pas tout à fait comme on avait prévu, parce que bah, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas forcément... voilà, l'allié peut-être se rendait pas compte qu'il allait se retrouver face à un président de communauté de communes qui va pas du tout être prêt à entendre les vérités qu'on va lui dire pendant cette analyse sensible, et que quand on se retrouve en première ligne à devoir raconter ce qui va pas sur le territoire, bah, voilà, peut-être on se sent pas outillé, etc. Et des fois, ça peut être un peu dur. Voilà, donc du coup, oui, bah, des fois, on essuie les plâtres et c'est un peu l'expérience. Donc on n'est pas au top, on n'est pas hyper calibré, etc. On est beaucoup dans l'expérimentation, mais on est aussi beaucoup dans la confiance et dans le fait de travailler vraiment en coopération avec tous les acteurs du territoire. Et l'évaluation, bah, alors ça tombe bien, je suis en plein dedans. En fait, la cohorte Occitanie, elle s'est terminée le 30 juin, vous voyez? Donc on est le 10 juillet, il faut que j'envoie mon rapport, mon rapport pour, justifier, bah, les dépenses auprès de la région Occitanie, et cetera. Donc l'évaluation, je suis en plein dedans. Donc là, je passe mon temps à faire des rendez-vous avec chacune des collectivités pour les entendre, avec les élus, les agents, les machins. Comment vous avez vécu le truc? Quels sont les points à améliorer, machin? Enfin, qu'est-ce qui a changé? Quels ont été les effets produits? Les impacts que vous attendiez, que vous avez eu. Bref, donc je passe mon temps à faire des entretiens de ce genre-là. Je fais la même chose avec les alliés. Donc du coup, j'entends aussi les alliés qui sont intervenus pour avoir leur point de vue de manière indépendante, leur point de vue sur le territoire, aussi leur point de vue sur leur relation à nous, c'est-à-dire comment ils ont vécu le fait d'être alliés et cet accompagnement-là. Donc on essaie de tout observer en toute sincérité, et pour ça, on se fait accompagner d'un cabinet. C'est-à-dire, dans le budget du dispositif, on prévoit d'avoir une évaluation. Donc, on choisit un cabinet. Donc là, en l'occurrence, pour les cohortes, c'est un cabinet qui s'appelle Quadrant Conseil, qui est, euh, qui est une scope, je crois, et qui est vraiment spécialisé sur les enjeux d'évaluation. Et donc, eh ben, ils ont pour mission d'évaluer tout le travail que l'on produit, que l'on fait, et de produire un rapport final qui est remis à l'ADEME et qui est remis aux différentes collectivités. Voilà, donc on a un évaluateur indépendant. Ça, c'est sur l'évaluation. Et dans cette évaluation, bien sûr, il y a quelques chiffres, combien de personnes ont participé aux différents ateliers, etc., etc., bien sûr, mais c'est aussi énormément de verbatim. C'est énormément de... bah, voilà, une DGS qui dit, bah voilà, moi, dans ma ville, en fait, on me disait jamais rien. Et puis bah, depuis votre intervention, maintenant, je suis invité à tous les bureaux municipaux. Et donc du coup, maintenant, je sais ce qui se passe dans la commune, alors qu'avant, j'étais toujours laissé de côté, etc. Bah ça, un verbatim comme ça, vous dites, bah purée, on a changé un truc incroyable en fait. C'est-à-dire que ça paraît anecdotique. Et puis bah du coup, c'est vraiment juste elle qui le dit, qui le raconte, mais c'est le genre de choses en fait qu'on relate et qui montre que ça a des effets. Voilà. Donc ça, c'est le genre de témoignages qui vont venir nourrir en effet l'évaluation. Mais pour ça, ça veut dire qu'au départ, il faut que la personne qui vous finance, elle soit d'accord pour que ça soit ce genre de bilan-là, qu'elle soit d'accord, du point de vue des indicateurs, que la plupart des choses vont être issues de verbatim, de témoignages, et que derrière, vous allez pouvoir en tirer des enseignements, bien sûr. Hein. C'est pas juste, on fait pas 250 pages de verbatim des interviews. Évidemment, l'idée, c'est que derrière, on voit quels enseignements on tire de ce qui s'est passé. Mais voilà, en tout cas, on est plutôt dans cet esprit. On fait toutes les interviews, toutes les évaluations, et après, derrière, bah, on en tire des grandes lignes. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quels ont été les effets positifs? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer, etc., etc. Donc, à la fin, on a plutôt, en effet, une évaluation dite quantitative.
Et à ça s'ajoute le fait qu'on a des journalistes embarqués, c'est-à-dire dans nos dispositifs, on fait en sorte, donc en Occitanie, c'est par exemple le média Sans Transition. En Grand Est, c'est un média qui s'appelle Les Défricheurs. C'est-à-dire qu'en gros, on prévoit un budget pour qu'un média embarqué soit en observation de ce qu'on fait, puisse de manière indépendante en témoigner, mener des interviews auprès des différents territoires, et ensuite faire des podcasts ou des vidéos, etc., etc., en laissant la liberté journalistique, mais du coup en faisant un travail quand même de... L'idée, c'est aussi de pouvoir les outiller sur qu'est-ce qui est intéressant aussi d'aller mesurer, d'aller évaluer. Après, derrière, ils ont leur propre méthode pour aller chercher tout ça, mais on travaille avec eux sur comment on les aide à révéler. Et on se rend compte que les territoires, ils sont aussi très contents, très fiers de voir derrière qu'effectivement, il y a une série de podcasts qui sort, où il y a quelques vidéos qui ont été faites, où on les voit en interview, on voit des images de leur territoire, etc., etc. Et donc, ça fait aussi partie de l'évaluation. C'est que derrière, en fait, il y a un effet miroir de ah ouais, il s'est quand même passé ça sur notre territoire, on est fiers. Puis après, derrière, vous avez les élus qui balancent sur LinkedIn, sur machin, sur truc, et donc ça diffuse, quoi. Donc voilà, les médias embarqués pour révéler la valeur créée et faire en sorte justement d'avoir cet effet miroir. L'évaluateur embarqué qui a un regard extérieur, si je puis dire, sur ce que l'on fait. Et puis nous-mêmes qui menons une évaluation systématique. Et si je peux aller jusqu'au bout de la réflexion, parce que dans les commentaires, il y avait la question de la capitalisation. Parce que Mm. c'est qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière-là? Donc peut-être je te coupe l'herbe sous le pied, Odessa, peut-être que tu voulais venir après, mais parce qu'en fait tout ça c'est essentiel pour nous. En fait, à la Fabrique des Transitions, il y a le pôle accompagnement dont je suis, c'est-à-dire on est connecté au territoire et on travaille avec eux, et il y a le pôle ressources qui produit tout ce que vous trouvez sur le site internet. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est documenté. Il n'y a pas une réunion qu'on fait où on ne prend pas toutes les notes et on voit qu'est-ce qu'on fait de cette matière-là. Et donc, quand on arrive à avoir suffisamment de matière pour en tirer des enseignements, systématiquement, on produit un document qui va être mis en page, etc., etc. Donc, l'objectif, en effet, c'est de rien laisser traîner. Et donc ça, c'est hyper important pour nous. C'est pour ça que quand vous allez sur les ressources sur le site internet de la fabrique, vous allez trouver une profusion, en effet, de documentation, de ressources qui sont liées à tout ce qu'on a fait avec les différents territoires. Parce que non seulement c'est essentiel pour nous, pour bien aussi comprendre et tirer les leçons de ce qu'on fait, c'est essentiel pour les territoires, parce que c'est une manière de témoigner aussi de l'effort et de tout ce qu'ils ont pu mettre en œuvre. Et c'est une manière aussi pour eux de pouvoir en parler, restituer, etc. Donc la question des ressources et de la capitalisation, c'est un élément fondamental de ce que l'on produit, d'autant plus quand on est une association d'intérêt général et qui a pour objectif de produire des communs. Je veux dire, on est financé essentiellement par de l'argent public, et donc notre objectif, c'est évidemment que tout ça soit partagé le plus massivement possible. Donc il y a une part non négligeable de ce que l'on voilà, de l'argent qui sert, comme vous le voyez, à documenter, à mettre en récit, à évaluer, à transmettre, voilà. Déjà, je vous en ai cité Puy-de-Dôme, Puy-de-Dôme, c'est bien Auvergne-Rhône-Alpes, hein. oui. On est d'accord. Bon. Donc, département du Puy-de-Dôme, normalement, vous avez forcément trouvé des trucs. La ville de Lyon, vous avez aussi trouvé des choses. Le programme Avenir Montagne Ingénierie, évidemment, parce qu'il y a des territoires de montagne qui sont dans votre région. Euh, qu'est-ce que on va avoir d'autre? Euh, Toc, toc, toc. Bon, déjà, bon, ça fait déjà pas mal de choses et d'enseignements que vous allez pouvoir voir qui sont issus de votre région, mais on n'a pas travaillé directement avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je vais pas vous raconter d'histoire non plus. On n'a pas eu de connexion directe avec le conseil régional qui nous aurait permis en tout cas d'enclencher un partenariat à ce stade. Voilà, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, voilà, on n'a pas travaillé avec la région, mais voilà, c'est les trois choses. Avenir Montagne Ingénierie, Puy-de-Dôme et Ville de Lyon, à minima, voilà. Il y en a peut-être d'autres, mais je les ai peut-être pas toutes en tête non plus.
Bah après, ça va vraiment dépendre des dispositifs. Ah oui, je vous ai pas dit qu'on est aussi dans un dispositif avec le CEREMA. Euh, En fait, et là pour le coup, c'est le CEREMA qui a fait un programme adaptation changement climatique. Et donc, dans leur programme, ils ont souhaité proposer aux collectivités nos analyses sensibles. Donc, on a été associé au CEREMA pour juste les territoires qui le souhaitaient faire une analyse sensible. Et donc là, bon, donc ça a été, c'est un financement particulier avec un contrat particulier. Pour l'ADEME, c'est vrai que, en fait, la manière dont on pense le dispositif, il inclut déjà tout ça, c'est-à-dire que voilà, l'ADEME s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse de l'évaluation, qu'on ait quelqu'un qui fasse du retour médiatique, journalistique, etc. Et donc, en fait, le dispositif est pensé avec tous ces ingrédients-là, parce que justement, on considère que c'est les ingrédients qui permettent d'aborder cette complexité. Et nous, en fait, on ne peut pas, en gros, expliquer au territoire que il faut tous ces ingrédients et nous-mêmes, dans notre manière de porter nos dispositifs, ne pas être, donc je parlais de la communication sincère tout à l'heure, hein, c'est comment, en tout cas, on est aussi dans une forme de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et donc, on s'inscrit pleinement là-dedans. Et donc, si on dit aux acteurs que bah, c'est important de pouvoir communiquer, d'avoir des journalistes qui peuvent témoigner de ce qui se passe, etc., bah, nous, en effet, on l'intègre dans le dispositif, et pareil pour l'évaluation, pareil pour tous les éléments. Donc, après, c'est vrai que pour l'instant, bon, c'est tout jeune, on n'a pas eu non plus 50 000 financeurs différents. Et c'est vrai que l'ADEME, jusqu'à présent, nous a plutôt fait confiance. Maintenant, on arrive à la fin des cohortes régionales, donc on se dit, c'est quoi le coup d'après? Donc, on est en train de travailler avec l'ADEME pour essayer de voir si on généralise davantage, pour essayer d'aller dans toutes les régions. Mais bon, voilà, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais on est vraiment, encore une fois, dans de l'expérimentation. Et donc, du coup, voilà, on discute à chaque fois avec les financeurs de qu'est-ce qu'eux attendent, quels sont leurs besoins, et nous, bah, comment en fait on s'inscrit, on arrive à s'inscrire là-dedans, mais voilà, toute la vie. En fait, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Et concrètement, on est confronté à des conventions. Voilà, donc du coup, on a des durées de conventionnement qui font que, bon, bah, là, en l'occurrence, on a un calendrier. Alors là, par exemple, on a été très en difficulté pour le dispositif ADEME parce que c'était sur 3 ans. Et en 3 ans, on devait embarquer 4 régions et dans chaque région, 10 territoires. Donc, on devait accompagner 40 territoires dans 4 régions en 3 ans. On n'a pas réussi. Je vous le dis, on n'a pas réussi. On a eu 2 régions et 8 territoires dans l'une, 9 territoires dans l'autre. Donc ça fait 17 territoires. Donc 2 régions, 17 territoires au lieu de 4 et 40. Bon. Et puis tout ça, en plus, a pris énormément de retard. Donc bref, on tente le coup. Et après, derrière, on fait appel comment dire, euh, voilà, on demande à l'ADEME bah, c'est expérimental, donc bah, on s'est loupé sur le temps que ça prenait de recruter des territoires, parce que ça prend du temps, en fait. Effectivement, le temps de réussir à convaincre, parce que d'ailleurs, je crois que c'est aussi une des questions qui était posée, c'est quoi les freins et les leviers de tout ça? Bah, un des freins, notamment, c'est comment on arrive à raconter ça. Parler de la conduite du changement systémique avec les 4 fondamentaux de la conduite du changement ou les 5 dimensions de la mise en récit et les machins, etc., avec les 4 fantastiques et tout le bazar. Quand vous avez des collectivités qui sont exsangues, qui sont dans plein d'urgences réglementaires, etc., etc., faut quand même globalement trouver les bons mots pour réussir à donner envie de s'embarquer dans un machin comme ça. Parce qu'on parle de sensible, on parle de complexité, on parle de systémie, on parle de transversalité, et que tout ça, en fait, c'est pas du kilomètre de piste cyclable, c'est pas du mètre carré de panneau solaire, c'est pas de l'hectare de production agricole, tout ça, c'est effectivement quelque chose qui vient s'immiscer
dans la vie, dans le fonctionnement du territoire. Et donc, soit on considère, soit la collectivité considère que elle a besoin de trouver des leviers parce qu'elle n'arrive pas à répondre à tous ces enjeux. Et donc, dans ce cas-là, elle va être à l'écoute de quelque chose de nouveau qui arrive et que, voilà. Bon. À ce stade, ça, on l'a pas tenté encore. Et donc, ça peut être intéressant. Soit on est plutôt sur des collectivités qui se disent, non, mais nous, en fait, tout ce qu'on fait, c'est génial, c'est parfait. Et donc, vous arrivez avec un truc un peu compliqué, etc., etc. Non, on n'a pas que ça à faire. Donc, en tout cas, il y a un enjeu de récit pour la mise en récit. Et comment, en tout cas, on arrive à raconter ça sans être trop jargonneux. Donc, je ne sais pas comment vous recevez d'ailleurs tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais parfois, c'est vrai que sur ces sujets-là, il y en a qui disent, oh là là, comprends rien à votre truc. Franchement, mise en récit, c'est conceptuel, c'est truc, on comprend rien. Donc bon, voilà, c'est pas. Et vraiment, c'est ça. Enfin, au début, j'ai revu une vidéo récemment du directeur du centre social, du Sanitas, qu'on a accompagné là. Et il a fait une vidéo pour témoigner de ce qu'ils avaient vécu avec nous pendant ces 2 années. Et il disait, non, mais donc au début, j'ai trouvé ça génial, la mise en récit et tout. Je me suis dit, allez, on y va, on y va. Mais après, là, quand on a commencé à bosser le truc, je me suis dit, en fait, la mise en récit, mais je comprends rien, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et petit à petit, à force de creuser, de travailler le sujet, etc., je me suis rendu compte que je commençais à comprendre les enjeux qu'il y avait autour de tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que, en effet, le temps de séduction pour réussir à faire prendre mesure de l'importance de travailler tout ça pour réussir à faire la transition, c'est non négligeable et effectivement, ça peut être. C'est pour ça qu'on aime bien aussi travailler avec des territoires qui viennent vers nous spontanément et qui disent, bah ok, moi j'ai compris ce que vous faites et j'ai envie d'y aller, quoi. Donc là, pour le coup, déjà, ça nous fatigue un petit peu moins, mais bon, voilà, je digresse un petit peu là, je suis peut-être parti. Ça va. Non, ça Donc, voilà, je disais tout à l'heure qu'il y a le sentiment qu'il y a un truc sympa autour des enjeux de mise en récit et de transition. Après, derrière, quand on commence à rentrer un peu dans le dur de qu'est-ce que ça veut dire, les concepts de trajectoire, coopération, implication, évaluation, etc., etc., quand on rentre un peu dans le détail de tout ça, ouf, ça commence à être un petit peu difficile. Et bon, et après, je vous laisse me poser une question, mais euh, un truc qui est hyper important et qu'on a vraiment vécu dans le quartier du Sanitas, c'est en fait tous, ils sont noyés, enfin, ils sont tous dans des urgences. Et n'importe qui avec qui vous allez essayer de travailler ces sujets-là vont vous dire, mais j'ai pas le temps en fait, j'ai trop de trucs à gérer. Et tous, ils nous ont dit le bonheur que c'était de se retrouver. On faisait en gros une demi-journée par mois. Une demi-journée par mois, on se retrouvait entre nous dans une salle du centre social. Et pendant une demi-journée, et on mangeait ensemble, une demi-journée, en fait, on sortait la tête du guidon. On sortait des urgences du quotidien et on se disait, mais pourquoi? C'est quoi le sens de tout ce que je suis en train de faire, quoi? Et en fait, c'est essentiellement ça qu'ils ont trouvé génial, c'est de pouvoir s'arrêter et se dire, c'est quoi le sens de mon action au quotidien? Je sors un peu de ma frénésie, de mes urgences et tout. Et le fait que nous, en fait, on n'était pas du quartier, on débarque, on leur propose un cadre dans lequel on vient les sécuriser en disant, bah, c'est tel calendrier, c'est tel machin, il y aura des rendez-vous, temps et temps, etc. Et voilà comment ça va se passer. En plus, vous savez, c'est européen, machin, il y aura des échanges et tout. Bon, ok. En fait, on leur a offert un cadre sécurisé pour se poser et ça leur a fait vraiment une soupape. Et donc, et ça me fait penser à l'expression, puisque c'est urgent, il faut prendre le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. Mais en fait, on s'arrête jamais. Et donc, si on ne s'arrête jamais, comment peut-on imaginer faire un pas de côté? Et donc, sur ces enjeux de mise en récit, etc., si on veut apprendre à faire autrement, il faut prendre le temps de s'arrêter et de se dire, OK, stop là. On respire, on se pose et on s'est dit, pourquoi on fait tout ça? Et où est-ce qu'on va avec tout ça? Et parfois, ça peut nous amener au renoncement, au fait de dire, non, non, en fait, là, ça sert à rien. Ça, on arrête, d'accord? Ça nous prend du temps, ça avance à rien. On arrête. Par contre, on va se concentrer là-dessus parce que ça, ce truc-là, c'est vraiment important. Bon, voilà.
Je me tais. Ouais, 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 c'est pas facile comme ça, mais en gros, Ah, c'est ça vrai qu'il y a déjà revient, beaucoup de choses qui ont été dites, donc je pense ouais, que ouais, ça revient quand même à un truc que j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, c'est partir de l'engagement des gens. mm. En fait, pour que les gens se bougent et si vous avez envie de les embarquer avec vous, il faut partir de ce à quoi ils sont sensibles. Euh, voilà, en gros, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et que du coup, c'est pas juste parce que vous dites, allez, on va faire un truc sur la transition que de fait, les gens vont venir. Donc, pour moi, en tout cas, par exemple, quand on va aller discuter avec des territoires, savoir s'ils ont envie d'y aller, on va évidemment être d'abord à l'écoute de savoir quelles sont les préoccupations qu'ils traversent et essayer de partir de leurs besoins, de leurs envies, de leurs difficultés, etc. et de voir comment ça résonne aussi avec ce que ça peut leur apporter. Globalement, en fait, on se rend compte en accompagnant tout type de territoire qu'il y a vraiment des choses qui reviennent de manière quasiment systématique. Les questions de difficulté à coopérer, à parler entre eux, encore une fois, hein, les différents services, les différentes délégations, les différentes échelles territoriales, les différentes administrations, etc., etc. Il y a des choses qui reviennent de manière un peu systématique et donc globalement, en fait, essayer de montrer qu'en fait, en travaillant aussi tous ces sujets-là qui posent des difficultés et qui parfois mettent en souffrance, hein, il y a vraiment des territoires qu'on accompagne où les gens qu'on écoute, ils sont en souffrance. Combien de personnes dans des services, dans des administrations, qui en fait sont limite du burn-out, voire en burn-out de toute façon, etc., qui sont des personnes qui sont renouvelées en permanence dans leur collectivité parce que voilà, on a des plans d'action jusque-là, mais qui a pas de sens, on sait pas où est-ce qu'on va, on a l'impression d'être une poule sans tête qui se débat dans tous les sens, mais on sait même pas pourquoi on fait tout ça, c'est quoi le sens de tout ça. Donc en fait, finalement, c'est aussi partir justement de tous ces constats et ces difficultés que les personnes peuvent ressentir et en même temps leurs ambitions et leurs envies pour dire, bah, en fait, voilà, un travail comme celui-là peut aussi permettre justement d'aller dans votre sens, d'essayer de régler, qu'on règle collectivement tous ces problèmes-là, d'améliorer voilà, notre vie collective et voilà, donc encore une fois, c'est être d'abord à l'écoute et ensuite du coup pouvoir poser sur la table ce genre de choses, mais de toute façon pas rentrer en force parce que ça ne marche pas. Et les rares territoires où justement, par exemple, certains agents ou autres ont essayé de faire en sorte que leur territoire rentre dans le truc, alors que l'exécutif n'avait pas du tout envie d'y aller, etc., bah, ça finit mal. Je vous le dis, ça finit mal. Donc en fait, il faut vraiment une adhésion, quoi. C'est pas juste on a vaguement dit qu'on était d'accord. Non, quand on commence à mettre son nez dans des trucs comme ça, il faut y aller de bon cœur et il faut sentir que bah voilà, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'avancer sur des transformations. Donc voilà, être à l'écoute, attentif et ensuite en adaptation permanente à voilà aux enjeux de chaque territoire. Ouais, merci beaucoup. Je trouve ça c'est très beau comme mot de fin, ouais, de partir des engagements, partir nous aussi de nos engagements, voilà, s'en rappeler aussi pour se redonner de l'envie d'agir, parce que c'est vraiment un de ces un des objectifs de ce cycle de webinaire. Donc merci beaucoup, j'en profite.